L'art est une passerelle entre le réel et l'imaginaire. Un désaccès de plus. Le taux de criminalité de New York avait beau être l'un des plus faibles du pays, la ville ressemblait à un marigot où les prédateurs dévoraient leurs proies à toute heure du jour et de la nuit. À croire que les multinationales du crime testaient ici leur innovation en matière de raquettes, de drogue et de meurtre. J'inspirais profondément, alimentant mes turbines du sang bleu des schémas de mon enfance. En dépit d'une cloison nasale vrillée par la pratique du noble art et de pas mal de bagarres qui avaient balisé mon tempérament de maverick, mon 6 cylindres fonctionnait sur 4. Je me concentrais sur ce rêve récurrent. Impossible de m'en affranchir, même avec les méthodes de la médecine orientale. D'innombrables fils d'argent brodés dans mon sommeil forçaient la note de ma chevelure cendrée. Le jet brûlant mit du temps à faire son œuvre après une bonne giclée d'Old Spice. John Coltrane affirmait qu'il lui fallait au moins 10 minutes pour poser le thème, 15 à 20 pour que son riff prenne consistance et autant pour terminer le morceau. J'étais du même tonneau. Mon gasoil devait d'abord monter en température avant d'être efficace. Bonsoir. Ce soir sur la web TV Les Étoiles du Cœur, dans l'émission Babel, j'ai le plaisir d'accueillir Chris Costantini, auteur de polar, jazzman et chef d'entreprise. Bonsoir Chris. Bonsoir. Je viens de lire un extrait de l'une des premières pages de La Note Noire, ton premier roman policier qui d'ailleurs a reçu le premier prix du roman du polar au Festival de Beaune en 2009. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce héros, Thelonious Avogadro, qui a déjà un nom assez évocateur pour les amateurs de jazz? Je me suis toujours demandé d'où était venu son nom et son prénom en fait. Aussi loin que je puisse me souvenir, Avogadro, c'est en fait une femme qui est sympa, mais qui n'est pas, on va dire, qui est une de mes clientes. Et je trouvais qu'Avogadro, ça sonnait. Je sais pas pourquoi, tu vois. Il y avait 2 D en plus, Avogadro. Et moi qui suis plutôt très cocorico, chaque fois que la France peut foutre une pilée aux Italiens ou aux Espagnols, je suis super content. Ben, j'ai pris un héros déjà italien. Je pense que j'ai pris conscience que en fait mes origines corses, pour lesquelles j'étais très fier, prenaient en fait leurs racines en Italie. Et je suis un peu rendu à l'évidence que les Italiens avaient quand même, dans plein de domaines, une supériorité sur nous Français, dans l'art, dans la cuisine, dans la manière de s'habiller, dans les ragazza, tout ça. Voilà. Et Thelonious, donc ça c'est pour le nom de famille. Thelonious, le prénom, c'est parce que je suis un fan de jazz, comme tu le sais, et dans l'époque du jazz comme de la peinture, un titre qu'on a eu un Braque qui a apporté beaucoup de choses, enfin bref, après ça se discute, mais bon, Thelonious, c'est l'homme qui a inventé les dissonances. Les dissonances, pour ceux qui ne savent pas très bien ce que c'est qu'on écoute de la musique et à un moment donné, il y a une petite note qui n'est pas complètement audible, qui attire dont la sonorité attire l'intelligence ou l'écoute. Et Thelonious était le roi de ça. Et je trouve que c'est un peu la vie, parce que mes polars racontent un peu de la vie. Et dans la vie, il y a beaucoup de dissonances. Heureusement. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question totalement. C'est une réponse, mais moi, ce que j'ai trouvé assez remarquable dans ces romans, alors pour raconter un petit peu, on se connaît, Chris, depuis plus d'1 an. J'ai découvert au salon des livres de poche de Saint-Maur, il y a plus d'1 an donc, et en fait on a beaucoup échangé, et il a lu ce que j'ai écrit, puisque je suis auteur aussi, et puis j'ai lu le premier. Le souci, c'est que non seulement je l'ai lu, mais il a eu la mauvaise idée de me donner mon avis, et le pauvre a reçu ce jour-là, je crois, 8 ou 9 SMS à la suite, parce que quand j'aime bien quelque chose, je le définis. Et donc j'ai voulu continuer, et puis on s'est rencontrés. Et puis ce que j'ai trouvé assez extraordinaire dans La Note Noire, ce qui m'a frappé comme auteur de polar, c'est que j'avais cette impression de personnage taillé au couteau, mais alors trempé dans un bain de poésie. Je donne juste un exemple. Une vapeur humide et poisseuse s'échappait de l'asphalte boursouflé, pressing, fumant sous la pression des misères de la ville. Il y a un sentiment des années 50 dans ce héros, et c'est la question que je voulais te poser, c'est est-ce que c'est une volonté d'en avoir fait un héros un peu des années 50? Ah oui, parce que moi je suis totalement amoureux des années 40, 50, même des années 30. Je suis pas nostalgique du tout, hein. On vit une époque formidable, mais
Je trouve que ça avait de la gueule. D'abord, tu pouvais te montrer la clope au bec. Et je trouve que ça a une puissance érotique, tant pour une femme qu'un homme. Ça jette, ça a de la gueule, quoi. Quand Humphrey Bogart, tu enlèves la cigarette à Humphrey Bogart, c'est plus le même homme. Ça, je peux te le garantir. Et je sais pas si Lorraine Baikal fumait, mais je pense aussi. Donc si on enlève ces échanges silencieux, il y a un souci. Et années 50, oui, c'est le trench, tu l'imagines avec un chapeau, c'est en même temps un héros contemporain, mais les femmes étaient un peu rondes, les voitures étaient un peu rondes, il y avait un design formidable, il y avait une puissance énergétique. Tu sais, le jazz et la musique, ça suit beaucoup l'économie. Donc dans les années 50, c'était zai quoi. Ça envoyait des avions, ça envoyait du bois, ça envoyait des voitures. Donc voilà, ça te donne un rythme. Et en même temps, la ville de New York, je trouve qu'elle est passionnante à décrire. Et un asphalte boursouflé, je trouve que ça collait mieux à New York qu'à Paris, même si nos routes ne sont pas. Toi, les États-Unis, New York en particulier, c'est un vrai théâtre urbain. Paris est une ville magnifique. Mais c'est une ville peut-être un peu trop magnifique. New York, il y a plein de dissonances. Pour ça ne m'étonne pas que le jazz là-bas ait trouvé complètement son repère, même si c'est essentiellement né à Chicago. Et ton héros, tel, c'est un être qui a été marqué au cœur plusieurs fois. Il est marqué dans sa chair. On va en reparler. Et c'est un dur à cuire, mais un dur à cuire au cœur tendre. Alors, sans rentrer dans la mièvrerie, c'est un amoureux de la vie, un amoureux des femmes. Et alors, il y a une description des femmes dans l'un de tes romans qui est assez sublime. Je suis ravi que tu me dises ça, parce qu'on me traite de misogyne. Donc, ah non, à longueur de journée. Donc, elles sont dangereuses, ces femmes, mais c'est ça qui donne du piquant. C'est une femme qui est dangereuse, une femme qu'on peut atteindre sans l'atteindre. Et puis, on sait qu'il va fondre. Bon, on a peur pour lui. En fait, on a un côté maternel quand on lit tes romans, même si on ne se sent pas du tout maternel et qu'on préférerait serrer tel dans ses bras de façon totalement non maternelle, je le dis franchement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a un regard très lucide sur lui-même et toujours dans la note noire, parce que j'ai vraiment pris beaucoup de notes, c'est qu'à le dire, sans faire de mauvais jeu de mots, c'est l'un des protagonistes lui dit l'un des secrets de ce job, et donc il parle du métier de flic, l'un des secrets de ce job, c'est de durer. La vie n'est pas un 100 mètres, mais un 10 000 mètres. Il faut être plus résistant que les autres, plus endurci, ne pas partir trop vite, être fort mentalement, en maintenant une santé de fer et ne jamais lâcher. Médite ça. Ça, c'est le conseil qu'on m'a donné quand j'ai monté ma boîte. J'ai la chance d'avoir un parrain dont je ne vais pas citer le nom, qui est un des grands, encore un très grand entrepreneur français. Et moi, j'étais fasciné il y a 25 ans, lorsque je voyais qu'il y avait des gens qui réussissaient et d'autres qui ne réussissaient pas. Et donc, je me suis naturellement rapproché de ceux qui réussissaient pour essayer de comprendre pourquoi ils réussissaient. Donc, j'ai lu beaucoup de bouquins de rois du management qui ont été publiés en américain ou traduits en français. Et puis, j'ai demandé à cet homme d'entreprise, qui doit être la 5e ou 6e fortune de France maintenant, quel a été son secret. Et tout ce qu'il m'a répondu, c'est ça. Il m'a dit l'essentiel, c'est de durer. Et en fait, il me disait que la vie des affaires, c'était pas un 100 mètres, mais c'était un 10 000 mètres. Et qu'il fallait être résistant dans tous les domaines que tu as cités. Alors j'ai appliqué ça effectivement à mon héros, parce que je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui s'applique à plein de métiers. On a tendance à vouloir brûler les étapes, mais le temps passe vite et on se rend compte on est un peu plus faible qu'avant, on est un peu plus sourd, on picole. Quand on picole, on a un peu plus... On a mal le lendemain, alors qu'on ne l'avait pas. Je peux te dire, quand je picolais, quand j'avais 40 ans, ça n'a rien à voir avec maintenant. Donc, voilà, les années passent et il faut faire attention. Et donc, il faut être patient. Il faut laisser la vie défiler. Et voilà. Alors, tu as reçu le premier prix du roman du polar. Le prix du premier roman du Festival de Beaune, qui venait juste de remplacer Cognac. Parce que en fait, ça s'était mal passé à Cognac. Bon, alors donc en 2009, mais je crois que ce prix, tu l'as eu à une voix près. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé. Non, mais c'est même un gros coup de bol, puisque je voudrais rendre hommage ici à une femme
qui a eu énormément d'importance dans le roman français. Et là aussi, je ne vais pas citer son nom, mais disons qu'elle était une très très grande critique au Nouvel Obs. Et par un hasard, elle est tombée sur mon manuscrit. Et cette femme était la spécialiste du roman américain au Nouvel Obs. Et j'avais beaucoup de mal à trouver des éditeurs. Et lorsqu'elle est tombée sur mon manuscrit, elle m'a rappelé, alors qu'on ne se connaissait pas, et elle m'a dit « Monsieur, ça fait très longtemps que je n'ai pas lu des pages aussi belles sur New York. Est-ce que vous avez un éditeur ?» Et je lui ai dit « Non, je n'en ai pas. Et c'est même difficile pour moi. Je venais de recevoir une lettre d'insulte de Manuel Carcassonne des éditions Grasset. » Donc je le cite, j'aime bien, parce que Manuel Carcassonne m'écrivait texto « Monsieur Costantini, je viens de finir péniblement la lecture de la note noire. Ce n'est ni fait ni à faire. Ne vous évertuez plus jamais à me renvoyer un document de ce type. Vous ne serez jamais un écrivain. » Et lorsque j'ai lu ça à cette femme, qui est donc grande critique, en disant « Écoutez, vous êtes sûr que vous avez lu mon roman ? Parce que je viens de recevoir ce courrier de Manuel Carcassonne des éditions Grasset. » Elle me dit « Christophe, dans Manuel Carcassonne, il y a con, et dans Grasset, il y a gras. » Et donc, ça m'a fait assez sourire. Et elle m'a dit « Je vais vous aider. » Je me suis dit « Bon, on cause toujours, etc. » Et 3 jours après, j'avais un appel du Masque, d'Hélène Bierry, je peux la citer. Et Hélène m'a mis un peu le marché en main en disant voilà, on a ce prix, on remplace Cognac. Si vous gagnez ce prix, on vous publie. Sinon, grosso modo, allez vous faire voir. Et donc, j'ai gagné au 2e tour d'une voix, paraît-il. Le jury, c'était Jean-Christophe Granger. Et je crois savoir que sa voix comptait double et qu'il aimait bien le jazz. Donc, effectivement, c'est passé par le petit trou, tout petit trou de la lorgnette. Alors, on revient au jazz. Et le jazz rythme énormément tes livres. Et le premier, parce qu'on parle d'abord du premier, mais rythme énormément. Et d'abord, est-ce que tu écoutes du jazz quand tu écris ? Et j'aimerais bien que tu nous définisses la note noire. Parce que moi, je suis très amateur de jazz, mais j'ai pas une connaissance aussi exhaustive que la tienne. Mais la note noire, je ne connaissais pas. Donc j'aimerais bien que tu nous expliques si vraiment tu en as besoin quand tu écris un livre, et si tu peux aussi nous expliquer ce que c'est que la note noire. Alors, la note noire, c'est venu tout de suite comme ça. C'était un premier titre qui est venu parce que d'abord je me suis inspiré de choses qui sont arrivées dans ma famille, puisque les assassinats qui sont décrits dans la note noire sont des meurtres qui me touchent de près, puisqu'ils sont arrivés dans ma famille. La note noire, j'ai rien inventé, parce que tu as des croches, des noires, des blanches. D'ailleurs, j'avais une maman professeure de musique en Afrique, à Bamako, qui rentrait toujours en tremblant parce qu'elle avait des Africains comme élèves, et elle venait de leur expliquer qu'une blanche valait 2 noirs. Et c'était pas toujours des plus faciles à Bamako dans les années 70. Elle devait y arriver. Donc la note noire, c'était un peu... Voilà, c'est un mélange de tout. Puis, bien évidemment, il y a d'abord la tristesse, il y a l'Afrique, qui a énormément compté dans ma vie. Ensuite, dans ce roman qui s'appelle La Note Noire, j'essaye de développer plutôt une note qu'on appellerait une note grise. Cette espèce de note, en fait, c'est tout simplement le blues, qu'on appelle la note bleue. Mais la note bleue, c'était tellement pris. Tu as la blue note, tout ça on connaît. Mais la note noire, si tu veux, c'était une manière de dire que la musique que j'allais raconter dans ce roman, elle n'allait pas être totalement gaie, même si je crois, en tout cas c'est la critique qu'il a salué largement, ça a été une belle réussite et qu'on n'a pas envie de se flinguer à la fin du livre, je crois, tout le contraire. Mais je voulais montrer que dans la vie, il y avait... en même temps, en allant très très large, c'est aussi tes ancêtres qui viennent te chercher par les pieds, quoi. C'est cette espèce d'énergie aussi qui vient de ta famille, il y a des moments comme ça dans la vie où tu te dis... voilà, alors, tu appelles ça le blues, mais c'est plus profond encore que le blues. Ça va chercher... le blues, ça peut être passager. Une femme t'a quitté, t'as pas le moral, t'as un contrat qui s'est pas fait, t'as pris une prune, t'entends ton voisin, j'en sais rien. Bref, là, la note noire, c'était plus profond que le blues. C'est une note qui est un mélange à la fois génétique, phénotypique, voilà, énergétique. Ça va assez loin. Tu l'écris d'ailleurs dans la note noire. Tu écris « Note viscérale, âpre, caractéristique des opprimés et des minorités, jugulés dans l'expression de leurs valeurs et de leur religion ». Et c'est une chose que on va retrouver d'ailleurs
dans les autres livres que tu as faits, on en parlera après, il y a toujours un rapport à l'opprimé. Il y a toujours un retour sur certaines origines. Il y a toujours en fait la préservation de l'autre. C'est très humaniste en fait, et c'est clair, on n'a pas du tout envie de se tuer quand on a lu La Note Noire. Non, c'est gay quand même. Non, mais il y a beaucoup d'humour, et ça aussi. Moi, ce qui m'a frappé, c'est le côté très documenté, parce que en général, c'est vrai que les nouveaux polars, c'est plutôt très sanglant. Et là, non, c'est très documenté, ça part en finesse. Et puis, il y a le côté aussi, il y a de l'humour. Et puis, voilà, c'est vrai que cette Note Noire passe le long de l'écrit comme quelque chose, comme en sourdine en fait. C'est une musique en sourdine du vécu de Tell, puisqu'on découvre un petit peu son vécu, ce qu'il a vécu donc avant, par rapport aussi à cette enquête. Et j'aimerais bien que tu nous parles de l'enquête de la Note Noire. Mais déjà, quand j'ai écrit ça, si tu veux, j'étais dans une double impasse. D'abord, il y avait l'assassinat de quelqu'un de très cher qui revenait tout d'un coup. Est-ce que c'était un anniversaire? Je ne sais pas, mais donc j'avais une énergie qui n'était pas des plus aisées. Et en même temps, j'étais dans une espèce de prison. C'est-à-dire, j'étais marié à l'époque et je me rendais compte que j'avais fait une connerie, en tout cas d'avoir épousé la femme avec laquelle j'étais. Et je me voyais, je ne voyais pas d'échappatoire. Je me voyais rentrer dans une grotte où je n'apercevais pas la lumière. Donc j'étais pas super. En plus, à côté de tout ça, de vrais problèmes de fratrie, de manque de fratrie, une histoire très compliquée personnelle. Mais à chaque fois, donc, je suis sorti un peu comme un chat, en faisant des rebondissements. Alors, pour parler de la Note Noire, en fait, on a donc ce héros qui ressemble un petit peu à Mike Hammer ou j'aime bien, tu sais comment il s'appelle à chaque fois, Mickey Rourke avant qu'il se fasse refaire la tête dans L'Année du Dragon, ou j'aime bien aussi, bien évidemment, ce film qui se déroule à Los Angeles, et il y a un problème de ce vieux film avec Jack Nicholson. Avec Faye Dunaway. Avec Faye Dunaway, Oui. tu vois ce que je veux dire. Jean-Claude va sûrement nous retrouver le nom du film, puisque c'est notre héros. Oui, je vois quel est le film. Bref. Voilà. Et donc, on a ce héros qui ressemble un petit peu à Jack Gitz, sauf qu'encore une fois, ses sparadraps sont plutôt scotchés à l'intérieur de son crâne qu'à l'extérieur. Et on l'appelle parce qu'on retrouve un type égorgé avec sur son front le drapeau de sa nationalité qui est peint. Et puis on va aller un peu plus les pages d'après, on va retrouver un deuxième égorgé à Chicago d'une deuxième nationalité, et on aura en fait 3 crimes. Et le FBI va penser, peut-être à raison, que c'est une piste islamiste, puisque les types sont complètement connectés avec l'univers aérien. On sort du 11 septembre. Voilà. Et puis Telonius, lui, dit-elle, son nom abrégé, son nickname, se dit mais c'est pas possible, il y a peut-être autre chose derrière. Et voilà, il va enquêter. Effectivement, on va croiser des femmes au charme vénéneux. On va être déçu peut-être par des amitiés trentenaires, comme quoi il n'y avait pas que notre ex-président chéri à qui ça arrivait. On va voyager, surtout. On va aller dans des endroits importants pour le jazz, puisqu'on va aller de New York à Chicago, et puis à Nice, où il y a quand même une vraie ville de jazz. C'était ça ta question? Non, mais c'est pas grave. C'est ma réponse. Ça répond. Comme disait... tu viens avec vos questions, moi je viens avec mes réponses. Voilà, exactement. Non, ça répond. Oui, tu as raconté un petit peu, entre guillemets, un pitch. Et c'est vrai qu'on voyage beaucoup. Alors ça, c'est assez étonnant. D'ailleurs, même au départ, tu parles de tarmac quand tu marches dans les rues de New York. Moi, ça m'a frappé parce que pour moi, le tarmac, c'est l'avion. Et il se trouve que j'ai eu la chance de lire le livre de ton père, René Bourgois, qui est un homme passionnant. Je dirais que il y a un côté très Pierre Freinet dans le visage, très élégant, qu'il aurait pu être le frère de
de Kessel ou d'Henri de Montfred, parce qu'il a voyagé. Donc on sent pourquoi, on sent d'où vient ton idée de voyage. Les chiens font pas des chats. On m'a toujours répété oui, ça. Ça c'est clair. Et c'est ça qui est intéressant, c'est la présence. Voilà, c'est un mélange en fait entre très documenté, le jazz qui est là, qui rythme. C'est pour ça que je parlais de rythme quand tu écris. De jazz. Alors, effectivement, ça, je t'ai pas répondu pour le coup. J'écoute du jazz tout le temps, très souvent, parce que c'est une musique que j'écoute en fait depuis que je suis adolescent. J'ai jamais écouté les Creedence Clearwater, les Stones, tout ça, j'ai écouté ça après sur le tard. J'ai découvert bien évidemment des choses très très bien, mais quand mes potes écoutaient des trucs complètement... Toi, de Genesis, par exemple, je détestais. Je ne voyais pas où il y avait l'harmonie, tous ces trucs. J'ai essayé, hein, combien de fois j'ai écouté ce disque en disant non, tu dois être un vrai blaireau, faut que tu te concentres, etc. J'ai écouté les Sex Pistols, je me dis putain, mais c'est pas possible, je me suis même renseigné. Il faut écouter les Clash. Mais non, mais ou les Clash que tu veux, ou bon, Santana avait du crédit à mes yeux, parce qu'on trouvait quand même un truc latino, un peu jazzy en fond, tu vois. Mais j'étais déjà sur Coltrane, Miles, tout le monde, quand j'avais 15-16 ans. Bon, mon père écoutait ça. Et puis, moi, je viens d'un pays, si tu veux, où l'Afrique, où la musique, elle vient du sol, elle était partout. Et donc, en fait, ces romans sont construits un peu comme une plage de jazz. C'est-à-dire que, comme le disait Coltrane, on rentre pas tout de suite, c'est pas tout de suite boum, badaboum, Jean-Paul. Non, je pose un peu les personnages, etc. Donc, on m'a fait souvent cette critique. Ouais, dans tes romans, il faut 10-12 pages avant de rentrer dans l'intrigue. Eh ben zut, oui, c'est comme ça. Chacun a un peu son style, mais quand tu rentres, tu rentres. C'est un peu comme Coltrane disait, moi, il faut que je pose un peu ma note, etc. Après, zaï, tu improvises pendant... et dans la note noire, si tu veux, j'ai beaucoup improvisé. C'était mon premier roman. J'avais eu des notes catastrophiques à l'école, philo français. J'étais la honte de ma famille, oui, en termes de... Tout le monde se foutait de moi, même ma première femme qui était très érudite, elle a dû tourner sa chaise quand elle a appris que j'écrivais des romans. Je faisais des fautes d'orthographe, j'étais pas... Non, pardon, je faisais pas de fautes d'orthographe, j'en ai jamais faites. J'avais des fautes de syntaxe, des choses comme ça, parce que j'avais pas beaucoup lu. J'ai jamais lu Stendhal, jamais lu Flaubert. J'ai lu Victor Hugo, bien sûr, mais par contre, j'ai lu des trucs complètement dingues. J'ai lu beaucoup d'écrivains chiliens, africains. Tout d'un coup, j'avais une passion pour Giono. J'ai tout lu de Giono. Enfin, donc, toi, mais j'étais pas quand même un grand lecteur. Ben, c'était la même chose pour la musique. Et donc, je construis mes polars avec on sait comment ça commence, on sait comment ça finit, et au milieu, c'est souvent de l'improvisation. Comme dans le jazz. Comme dans la vie. Alors, Chris, comme dans les histoires d'amour. Je l'avoue, Chris est mon ami parce qu'il a quand même cité Victor Hugo. Hein, parce que sinon, là, c'était fini. On finissait l'émission. Je lui disais non, tu sors. Ne pas citer Victor Hugo. Sous quel as, bon Dieu, faut-il que sous quel as, bon Dieu, faut que je sois né pour être de fâcheux, toujours assassiné. Fantastique quand même. Hein, un auteur de polar qui vous cite du Victor Hugo. Enfin. Alors, on va partir dans le jazz avec Miles Davis, Autumn Leaves. The Cannonball. Alors, c'est une petite précision. On a le droit de préciser ? Bien sûr. C'est pas Miles Davis. C'est la première fois que Miles Davis accepte d'être un sideman. C'est-à-dire pas le type principal, d'être à côté. Miles Davis, il enregistrait beaucoup avec des musiciens. Toi, il a eu des phases comme ça, où il avait ses groupes, notamment le fameux Kind of Blue, où tu retrouves Coltrane, tout ça. Mais là, il avait un alto, Cannonball Adderley, donc on appelait Cannonball, je ne sais pas si tu veux qu'on en parle, parce que alors, il y a deux versions. La première Cannonball, parce qu'on dit que ça allait tellement vite, c'était comme un canon, une balle qui sortait d'un canon. La deuxième, c'est comme il faisait 120 kilos et qu'il bouffait, paraît-il, 3 poulets par jour, on l'avait appelé, un journaliste français l'avait appelé Cannibal, et ça s'est transformé en Cannonball. Donc Cannonball joue de l'alto, et manque de bol pour Cannonball. Il arrive en fait, manque de bol pour Cannonball, ou manque de balle pour Cannonball, répétez ça 50 fois. Qui sont ces serpents il arrive après The Bird, après Parker. Ah oui. Et ça a été le drame de tous les altistes qui sont arrivés derrière. Mais quand même, vous allez entendre, donc c'est lui en fait qui lead. C'est une version des Feuilles Mortes qui est absolument sensationnelle. Donc d'abord Cannonball, et ensuite Miles improvise, mais il n'est pas sous les feux des projecteurs, c'est Cannonball qui l'est. Et tout l'album est absolument sublime. Il y a d'ailleurs une version de Love for Sale que je vous recommande.
Donc vous êtes bien sur la web TV Les Étoiles du Cœur dans l'émission Babel et mon invité ce soir, c'est Chris Costantini. Alors Chris, tes premiers souvenirs de jazz, le premier morceau, le lieu. Je sais pas, il y avait mon papa qui se levait tous les matins et il chantait un truc qui était un peu jazz. Il disait Papa dit qu'il a vu ça, lui. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? On était à Bamako, je dois avoir 6-7 ans. Quand mon père il se lève, il était poilu comme un singe et on était toujours torse nu là-bas parce qu'il faisait chaud. Et il disait Papa dit qu'il a vu ça, lui. Et il y avait ça. Donc, ensuite, il avait des bandes magnétiques où il y avait un morceau qui m'avait vraiment marqué. J'ai jamais su si c'était Armstrong ou pas. Il faudrait un jour qu'on recherche. Le truc, c'était All That Meat and No Potatoes. Et ça, mon père passait ça en boucle. Et à un moment donné, il y avait la trompette qui reprenait. Donc je pense que c'était. Il y avait ça, il y avait des versions antillaises. Il y avait des saxophonistes antillais. Papa avait ça aussi sur son vieux Revox à lampe. Et donc voilà. Et puis il y avait ma maman qui était professeure de piano, mais qui était professeure de musique classique. Donc elle qui essayait d'expliquer aux Africains, à mes copains, qu'une blanche valait deux noirs. Et maman, elle a fait un disque de musique africaine avec Eddie Barclay. Donc j'ai retrouvé là récemment. Elle en a vendu 1250. Et il y avait de la kora dedans. Il y avait du balafon. Et en fait, peut-être alors j'ai pas eu le talent après de le transformer financièrement, mais c'était pas du tout mon propos. C'est ça, tu l'as trouvé, putain, c'est exact, putain, ça me ramène 45 ans en arrière, quoi. 50 ans. Attends, faut que j'écoute la voix pour te dire si c'est... Ah, c'est ça, c'est exactement ça. All That Meat and No Potatoes. Et donc ma maman, elle a fait un disque de musique africaine, il y avait de la kora et du balafon, et je disais donc que bien évidemment, j'avais pas l'âge ni rien de sentir ces nouveaux courants, mais c'était déjà, il y a Hank Jones, qui est un pianiste remarquable, qui a fait un disque magnifique sur la musique malienne avec Elie Farka Touré, qui est au balafon, et Hank Jones est au piano. C'est vraiment un disque que je vous conseille à toutes et tous. Et donc voilà, j'étais baigné vraiment dans la musique enfant, et le balafon, la kora, les tam-tams. J'étais revenu en fait aux racines du jazz, puisque je vivais en fait sans le savoir, parce que je m'étais pas encore intéressé à toute l'histoire de l'esclavagisme, tout ça. C'est quand tu as 5 ans, 8 ans, que tu es blond aux yeux bleus, tu es sur ton baobab avec tes copains africains, tu penses à autre chose, en tout cas pas aux différences, pas à tout ça. C'est bien après que j'ai compris tout ça. Donc voilà, c'est 1965, puisque je suis de 60. Mauvaise année pour le pinard, que j'ai eu mes premiers pas dans le jazz. Alors, suite à la note noire, tu as écrit à pas compter. Et puis, l'âme de fond, dont nous parlerons après. Alors, il y a ce goût pour l'Afrique, puisque tu y as passé ton enfance. Tu es resté combien de temps en Afrique? Tu y es né? En fait, je suis né à Libreville, au Gabon. Et puis je suis resté en fait les 14 premières années de ma vie en Afrique. Donc je ne connaissais pas les saisons. Et mes parents j'ai tendance à dire, c'était un peu dur, mais paix à leur âme, ils m'ont largué à Paris pour faire des études. Et donc je suis passé de Montmanguier, si tu veux, au collège Stanislas. Et sous les châtaigniers, et ça a été un choc culturel, un choc climatique, un choc social, et c'est à partir de 1974 que je commence à partir en vrille au niveau scolaire, même si j'ai fait après des études sérieuses, mais mes parents sont à 10 000 km, ils m'ont laissé un appartement dans Paris. Je suis interne avec des curés qui me courent après pour essayer de me sodomiser. J'étais pas seul, hein, on était une centaine à l'internat. Donc bien évidemment, ça marque ça. Oui, ça peut marquer. Voilà, donc 14 ans en Afrique, 14 ans de bonheur. 14 ans à avoir un ciel, tu sais, quand tu te lèves ici à Paris et que d'abord tu vois pas toujours le ciel parce qu'il y a des nuages. Et ça, c'est un truc qui me manque énormément, je trouve qu'il est très important. C'est te lever le matin ou le soir, de voir un ciel illuminé. Et en Afrique, les ciels sont absolument sublimes. Tu
vois, que ce soit dans l'océan Indien, que ce soit... il y a une espèce de... Comment tu dis, une espèce de sagesse, quoi. Il y a un air qui est sec, chaud. Quand tout est la nuit, tu revis, je pense, ce que devaient revivre les hommes préhistoriques. Tu vois, tu ne vois plus la ville. Tu as toutes les senteurs qui ont brûlé pendant la journée. Tu as ce ciel étoilé, tu as l'impression que tu es dans l'espace. Ça a été terrible de quitter tout ça. J'aurais pu devenir meurtrier, je pense. Vraiment. J'avais le profil pour être couvé par ma mère, abandonné par mes parents, me retrouvant dans un endroit... oui, j'aurais pu mal tourner, je crois, sincèrement. Parce que là, c'était... Enfin, le changement, je dirais que tu étais en décalage humain, en décalage horaire, en décalage climatique totalement. En décalage psychologique, surtout. En décalage psychologique, surtout. Mais mais tu étais interne à Stanislas ? J'étais interne à Stanislas, et d'ailleurs l'un de mes pions est en tôle en ce moment, peut-être qu'il nous écoute, je ne vais pas donner son nom, il est en tôle pour attouchement plus qu'attouchement, oui, pour pédophilie. Et pendant 15 ans, ils ont fermé les yeux. Moi, il ne m'a jamais chopé. J'en connais 2 qui ont été chopés. Tu sais, t'es tout seul dans ta chambre, il est 11h du soir, il y a eu le couvre-feu, t'entends toc toc toc, le pion, qui est un curé à tout pouvoir quand même, tu vois, tes parents sont pas là, le type rentre, tu commences à avoir tes premiers émois personnels, et il te dit, vous savez, le pape a interdit la masturbation en solitaire, mais pas à plusieurs. Donc les genres de choses qu'on te dit, mais oui, quelle horreur, mais voilà. Et donc, c'est des choses qui marquent, forcément. Je suis juste en train de penser que mon fils aîné a failli aller à Stanislas. Non, mais attends, que ça soit surtout pas de la contre-publicité. Non, je voudrais être objectif parce que mes enfants sont dans le public et j'ai rien du tout contre le privé. Même dans le public, il y a des abus. Tu vois, je dis simplement que à cette époque-là, on était loin de nos parents, parce qu'on on était, je crois, une centaine à être interne à Stanislas, et que dans la savane, on savait qu'il y avait des prédateurs, on avait vécu au milieu de ça, parce que tu te trimballais pas dans ton jardin, t'avais peur des vipères, des boas, tout un tas de saloperies qui traînaient, hein, même des panthères encore, il y avait beaucoup de panthères à Bamako ou des lions un peu partout. Donc ces prédateurs, on était habitués, si tu veux, on les calibrait, on les voyait. Donc on était déjà costaud à 14 ans, ils ne nous faisaient pas de mal, mais c'était insidieux et c'était... somme toute assez localisé, je pense. Alors on va repartir vers À pas compter, ton deuxième roman, qui va lui commencer par l'Afrique, mais qui va aussi être sur le macadam. D'abord, À pas compter, j'en ai ras-le-bol, si tu veux. J'ai épousé une femme danoise avec qui je m'emmerde, d'accord, et j'en ai ras-le-bol de voir qu'on est envahi par les auteurs Gurnansson, Indriasson... donc j'ai failli signer Borgo Hansen, mais ça l'aurait pas fait. Donc déjà, je pars au Danemark. Encore une fois, je m'emmerde dans mon ex-belle famille. Donc je regarde les lieux, et ça a quand même de la gueule, Copenhague. Tu vois, la sirène, le port, j'adore les ports. J'adore quand il y a des bateaux, tu sais pas où ça s'en va, ça sent le gasoil, ça sent le trafic. Un port, ça sent le trafic. Je ne sais pas si ça vous fait cet effet-là, mais moi j'adore les ports. Je trouve ça sensationnel. Et effectivement, je vois tout de suite l'endroit où je vais avoir une femme qui va être assassinée. Et de là, part effectivement À pas compter. Alors donc, page 61 et 62 de À pas compter. Au milieu de la matinée battait son plein. Pardon, le milieu de la matinée battait son plein. Son plein, excusez-moi. Des ouvriers mohawks s'activaient insensibles au vertige, croches suspendues aux charpentes d'un gratte-ciel sur fond d'une partition de gris. Nouveau glaive de mica qui venait poignarder un horizon déjà déchiqueté. La plèvre tourmentée de la baie vomissait une écume qui noircissait les chines de Manhattan. Cette pouliche harassée aux muscles de verre, de briques et d'acier, hennissant de douleur sous le joug du capitalisme forcené et recrachant par ses naseaux de flots bruns d'illusions perdues. Alors, c'est ce que je disais. En fait... Non, mais là, on me dit que je me fais plaisir, et ils ont raison, je t'interromps, parce que j'ai un éditeur en ce moment avec qui je m'entends très très bien. En plus, c'est deux femmes qui me cornaquent.
et qui m'ont dit, mais arrêtez de vous faire plaisir avec vos phrases, machin, ouais, on sait que vous écrivez bien et tout, mais c'est plus fort que moi. Toi, ce que tu lis ça, j'ai même du mal à savoir que c'est moi qui l'ai écrit. Tu vois, c'est comme s'il y avait une personne qui était rentrée dans mon corps et un grand-père, un arrière-grand-père, j'en sais rien. Et c'est vrai que j'ai tendance un peu à me faire plaisir. Je le fais de moins en moins. Mais merde, c'est moi l'auteur Et je fais ce que je veux. non, je fais pas ce que je veux parce que le regard extérieur, là, j'ai trouvé une vraie Oui. équipe avec qui je m'entends très très bien et les gens sont compétents et ils ont un tracking, donc de toute manière, il y a pas photo. Mais il y a des choses que j'ai encore refusé hier de changer une phrase avec une femme que j'aime beaucoup qui est maintenant ma correctrice, qui s'appelle Emmanuelle. Elle m'enquiquine sur des choses, mais je ne lâche pas. Mais sur plein de choses, elle a raison, c'est son métier. Donc, cette phrase Qui pour moi est, pour un auteur de polar, quelque chose qui est nouveau, qui est novateur. C'est-à-dire que, bon, est-ce que c'est mon double sentiment, c'est-à-dire de lectrice et d'écrivain. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin d'avoir de la matière quand je lis. Et là, il y a de la matière. Il n'y a pas seulement une matière poétique, il y a de la matière, on sent, on est dans Manhattan. Alors, voilà, on la sent vibrer. Et s'il n'y a pas ces images-là, s'il n'y avait pas eu ces images-là, que ça soit dans la note noire ou dans un pas compté, ben, j'aurais pas accroché. Je le dis franchement. Écoute, j'ai dîné hier avec une ex-petite amie que je n'avais pas revue depuis quelques mois, qui est dans le cinéma, et qui m'a dit tu verras, tu écriras autre chose que des polars. Et j'ai dit non, c'est pas possible, les polars c'est mon truc. Et elle m'a dit mais tu verras, dans 4-5 ans, avec l'écriture que tu as, tu écriras autre chose que des polars. Et là, tu vois, je fais pas du tout de fausse modestie, c'est pas mon genre, parce que je suis plutôt grande gueule, et quand ça marche, et puis quand ça marche pas, ça marche pas. Donc je suis conscient de mes défauts, mes limites et de ce que je peux faire. Là, vraiment, je vois pas ce qu'elle a voulu dire, parce que je le sens pas. Elle m'a dit, tu devrais écrire les rapports entre un homme et ses enfants, ou un homme et son fils, parce que quand tu... Mais voilà, je me sens bien dans le polar, avec ces espèces de vagues un peu entre guillemets, vraiment avec des guillemets poétiques. Mais j'aime ça. Et je suis heureux que ça te touche, comme j'espère que ça en a touché d'autres, puisque à pas compter, est arrivé en finale. Enfin, j'ai fini deuxième d'un prix qui était quand même pas mal à Liège, la Plume de Cristal, qui est quand même pas... Et voilà, donc ça plaît quand même à des... Mais j'ai coupé ça dans le 4e et je vais commencer à écrire le 5e et je crois que je vais en faire malheureusement de moins en moins. Bah moi je le dis franchement. Organise un défilé avec des banderoles. Oui, on va faire ça, mais parce que en fait, bon, moi j'ai fait découvrir Chris donc à des amis et c'est ça qui les a frappés. C'est aussi ça, c'est-à-dire que ça sort du polar ordinaire. Alors, ça sort de la littérature réduite. C'est pas réducteur. On a besoin de voyager quand on lit. Et là, on a de la chance. On a le voyage, puisque bon, ton héros voyage beaucoup. Ça, à pas compter, il voyage quand même beaucoup. Et dans le dernier, L'âme de fond, il voyage étonnamment longtemps. Mais on a aussi besoin de voyager de façon littéraire. Voilà. Donc, je pense que bon, je vais faire partie de ceux qui regretteront. Bah écoute, je suis très sensibilisé à ce que tu me dis. Très sensible. Bon, pour préparer cette émission, c'est vrai que j'ai relu, parce que je les ai lus plusieurs fois, les livres de Chris. Parce que moi, j'aime bien relire. Quand j'aime, je relis. Alors, vous imaginez, j'ai une grande bibliothèque, je passe mon temps à relire et à écrire. Ouais, heureusement que je travaille aussi un petit peu. Mais là, ce qui m'a frappé même dans la relecture, c'est de chercher ce qui pouvait toucher le lecteur, ce qui vous pouvait, vous, en tant que spectateur, vous toucher aussi en découvrant Chris si vous ne le connaissiez pas. Et c'est ça qui est important, c'est qu'il y a l'histoire, on va dire le crime, ou les crimes, parce qu'il n'y en a pas qu'un, les crimes se tiennent excessivement bien, on ne s'ennuie pas, mais en plus, on a ce côté de c'est bien écrit. C'est pas un roman de gare. Je n'ai rien contre les romans de gare, surtout pas. C'est très agréable à lire entre, je sais pas, 2 avions ou deux trains. Mais là, c'est pas un roman de gare. Ça se garde. Ce sont des livres qui se gardent. C'est gentil. Voilà. Alors, on va faire un petit voyage musical aussi, puisqu'on va partir avec Amy Winehouse et Tony Bennett. Amy Winehouse, j'ai découvert cette nana. Toi, c'est pas ma génération du tout.
Je pensais qu'elle chantait de la soupe, tu vois, des trucs. Et puis, Shame on you. elle a une voix. Elle est extraordinaire. Et donc, je savais même pas qu'elle avait chanté du jazz. Et oui. ça m'a quand même scié les pattes. Alors donc, dans À pas compter, on part en Afrique. On commence en Afrique, à Djibouti. À Djibouti, on va au Danemark. Mais tu as dit un truc tout à l'heure, c'est qu'en fait, j'ai été très marqué depuis mon enfance par... c'est pour ça que j'ai un côté très Che Guevara. Enfin, c'est con, parce que j'ai des côtés où je suis à droite et en même temps, j'ai envie de flinguer les capitalistes. Je suis très guévariste parfois. J'aime pas l'injustice. Toi, j'ai très mal vécu mon enfance parce qu'en fait, j'étais tellement heureux avec ces amis africains, mais il y en avait qui n'avaient pas de doigts, il y en avait qui avaient un énorme nombril. Déjà, la vraie différence physique, si tu veux, c'est que moi, j'avais été... D'abord, j'étais né par césarienne, mais on m'avait coupé le cordon comme, je suppose, vous. Et en Afrique, c'était pas ça. Ils avaient un truc... près de 2-3 cm. Ne rêvez pas, mesdames. 2-3 cm, je vais pas rêver. Au niveau du nombril. Donc déjà, il y a la différence de peau, mais ça, à la limite, on s'en foutait. Et c'était, toi, ce genre de différence. Et donc, ils avaient des maladies, ils avaient des glaucomes, ils avaient des choses comme ça. Donc, ils étaient pieds nus. Il y avait vraiment une injustice d'entrée. Pourquoi moi, j'avais des super sandalettes, des shorts blancs. Donc ça m'a... Et à Djibouti, entre autres, ce qui m'avait marqué, c'est que j'avais visité... donc là, on est en 1976. J'ai visité un camp de réfugiés. Et là aussi, j'étais saisi de voir qu'en plein cagnard, sous des tentes, il y avait femmes, enfants... il n'y avait pas d'hommes, des femmes, enfants... entassés. Et donc, tu vois, j'ai essayé de décrire cette première scène dans À pas compter, où il y a le type, il est en Land Rover, il est sous le cagnard, qui est tellement chauffé à blanc que tu sais plus si ce sont des mirages ou pas. Tu as dépassé depuis longtemps ça. Tout ce que tu souhaites, c'est que ta voiture te lâche pas, parce qu'il n'y a pas un point d'eau. C'est le coin le plus chaud du globe. Et tu arrives justement dans cette espèce de près de l'océan, près de la mer Rouge, où là, voilà, il y avait... Je pensais à la pochette de disque à ces magnifiques pochettes de disques qu'a fait Stan Getz avec Joe Gilberto. Tu sais, il y a tout un tas de tâches, ça ressemble un petit peu à Nicolas de Staël, mais oui. Et ben, je voyais la scène où la Land Rover descend sur le camp de réfugiés et on voit des tentes de plein de couleurs différentes aux côtés de cette mer bleue, enfin cette mer avec des fonds abyssaux là, voilà. Je crois qu'il faut peindre, il faut écrire avec des photos dans la tête. Ah bah, Toi, ma maman enfant, elle faisait un truc bien, elle me disait, regarde le paysage là, tu fermes tes yeux et tu me dis ce que tu as vu. Et ça, c'était un exercice qu'on faisait très souvent. Et je crois que ça m'a aidé plus tard dans l'écriture de mes romans. Ah oui, ton écriture, de toute façon, est très très visuelle. On a ce sentiment de sentir... Alors, elle est visuelle et... C'est vrai que la vidéo est entrecoupée de pubs toutes les 10 minutes ? Oui, parce qu'il faut... entrecoupée de pubs, parce qu'il faut vivre ? Oui, parce qu'il faut télécharger... C'est Adblock, hein, c'est ça ? Parce qu'il faut qu'il télécharge Adblock. Non, mais je voulais juste savoir, oui. Voilà, maintenant tu sais. C'est ce qu'on appelle du direct. Maintenant, on ne pourra pas dire qu'on ne fait pas de la web TV en direct. Donc je t'écoute. Non, mais si c'est de la pub pour Darty, ça me gêne. Si c'est de la pub pour du jazz et... Non, c'est pas de la pub pour du jazz. Mais je crois qu'il n'y a pas Darty non plus. Hein. Il n'y a pas Darty non plus. Pardon, donc, je t'ai interrompu. Non, c'est pas grave. Donc oui, très visuel. Alors, non seulement visuel, mais je dirais odorante. Parce que le sable, on le sent. Ah bon ? C'est-à-dire que moi, c'est assez... quand on voit ce médecin qui est... non, parce qu'à pas compter, c'est donc une sombre histoire de trafic de jambes artificielles. Et on va se retrouver sur deux points différents. Moi, je l'ai ressenti comme ça. C'est-à-dire cette odeur, cette chaleur du sable quand le médecin est là au début. Et puis, il y a aussi... cette chaleur, mais très sombre, je parle en côté intérieur, des soldats en Irak. Et il y a 2-3 petites choses que j'ai notées. Quand tu rencontres les soldats, les vétérans de la guerre d'Irak et qui parlent de l'attitude de la CIA, qui d'ailleurs ne s'appelle plus la CIA, mais ils appellent ça Agence d'importation de la cocaïne. Et Restore Hope devient Restore Dope. Et voilà, il y a
il y a un récit. Alors, je voulais savoir si tu avais rencontré ces vétérans. Non, il y a une chose qui est il y a une chose, je t'interromps. Il y a une chose en fait qui est avérée. C'est que partout où il y a eu la présence de l'armée, notamment américaine, dans des endroits, s'est développé le trafic de drogue. Donc, il y avait la prostitution, bien évidemment, parce que les soldats, il faut les divertir, mais il y avait le trafic de drogue. Ça a été le cas au Vietnam, ça a été le cas, donc bien évidemment, en Irak, ça a été le cas dans tous les endroits où ils ont été, je ne te parle même pas de l'Afghanistan. Donc, en fait, chaque fois qu'ils déploient leur armée, un trafic de drogue se met en place. Et comme l'appétit vient en mangeant, ce trafic de drogue a tendance à se structurer, s'organiser et à continuer une fois même où l'armée est partie. Donc tout ce que je raconte à chaque fois est tiré de faits réels. Donc pour avoir toutes ces données sur la drogue, entre autres, j'ai rencontré d'abord le patron de l'OCTRIS, qui est l'Office central de répression des stupéfiants, qui est comme la DEA, mais qui est basé à Paris, enfin Nanterre, qui m'a tout expliqué sur le trafic. Il a été très cash, en plus avec mes gosses, je voulais savoir de quoi il retournait. Le type m'a expliqué tous les problèmes au niveau même géopolitique, le rôle du Venezuela, le rôle de l'Argentine, le rôle de la Mauritanie, de la Hollande, en étant très très cash, en m'expliquant comment nos politiques ne faisaient pas le job sciemment. Donc là, il y a ce fait réel. Et puis j'ai rencontré effectivement un ancien Marines qui est rentré d'Irak, qui avait été d'ailleurs abîmé par le combat, et qui m'expliquait effectivement comment ça se passait. Comment, pour les faire tenir, parce que c'était des conditions absolument insupportables, comme dans tout conflit guerrier, bien sûr, on les dopait. Donc ça commence avec les amphètes, et puis les métaphètes, puis etc., 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 et puis ça se finit avec de l'héros. Oui, parce que ce récit, il y a, on va dire, presque une quinzaine de pages sur ces vétérans. C'est plus qu'émouvant. Parce que ces gamins à qui on a promis, pour certains, l'alphabétisation, la naturalisation, on leur a promis un avenir, des études, on va les chercher même à l'étranger, parce qu'il y a un Mexicain parmi ceux que tu cites. On leur promet, mais alors plus que monts et merveilles. Et en fait, on voit la même chose que pendant la guerre du Vietnam avec les Noirs. C'est-à-dire, oui, vous allez vous battre, vous allez vraiment être classés comme des vrais Américains. Et on a l'impression que la guerre ne change pas, enfin en tout cas, que ceux qui gouvernent et qui envoient les mômes à la guerre ne modifient pas leur attitude, c'est-à-dire une attitude de je prends de la chair à canon, on va fêter... D'ailleurs, à fêter, je trouve que on va plutôt commémorer les 100 ans du début de la guerre de 1914. On a l'impression que depuis 100 ans, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, on prend des gamins, on leur parle patrie, on leur parle... Mais je te l'ai dit, voilà, ce qui va sauver... C'est horrible. Aux femmes de sauver le monde. La pire des hormones, sauf dans certains cas, je t'ai déjà dit, c'est la testostérone. Et le problème, il est là. Le problème, c'est que, voilà... On est dirigé par des connards, il faut se battre, on ne sait pas pourquoi, à la fois pour lancer l'économie, à la fois pour... toi, ça commence à l'enfance, non? Il faut que les femmes prennent le relais très rapidement, que vous preniez la politique en main, et je pense qu'il y aura moins de conflits, même si cette salope de Catherine de Médicis avait quand même un paquet de croyants sur les mains. Hein, oui, d'accord. Elle nous a amené la fourchette. C'est l'exception qui confirme la règle. Oui, mais la pauvre Catherine de Médicis, il faut voir l'enfance qu'elle a eue. Elle n'a pas eu de bol. Donc, je veux dire, elle n'a pas eu tellement de choix, puisque de toute façon, on l'a mariée. Donc, revenons à pas compter. Laissons la pauvre Catherine. Les faits sont réels, et j'ai appris des choses absolument étonnantes. Parce qu'en fait, ces gens-là, de l'OCTRIS, les flics, tout ça, des gens des services secrets, parce que j'ai une taupe en fait au service secret qui me donne des infos, ne peuvent pas parler aux journalistes. Donc des fois, ça les démange. Et par contre, aux écrivains, ils lâchent beaucoup plus facilement l'information. Mais ils veulent bien évidemment pas être cités. Ben voilà le roman que tu devrais écrire. Sûr. Qui n'est pas un polar. Sûr. Ah non. Tu vois qu'elle n'avait pas totalement tort. Alors moi, j'aimerais revenir à la définition de la femme. Alors, je vais me permettre de prendre à pas compter, parce que bon, évidemment, j'ai des petites notes. Définition de la femme. La définition de la femme.
Alors, Aïe, j'aime aïe, beaucoup aïe, parce aïe. que en fait, je suis un tout petit peu d'accord. Mais j'ai rencontré des hommes exactement qui ressemblaient beaucoup. Alors, elle se servit un peu de café et s'assit nonchalamment sur la table. Enfin, non, j'avais trouvé. C'était le genre de femme qu'un psy vous conseille de laisser tomber, et c'est lui que vous finissiez par quitter au bout du Quand compte. j'ai trouvé ça, j'étais mort de rire. Moi, ça m'a fait beaucoup rire aussi, je l'avoue. Et j'ai trouvé que l'idée était excellente. Ça m'a fait vraiment beaucoup rire parce que c'est exactement ça. Juste avant, je disais que comme dope, elle se posait là. Hein, ouais. Oui, Comme drogue voilà, dure, comme voilà. drogue dure, elle se Et posait d'ailleurs, là. elle va se révéler Mais assez toi, costaud. j'imaginais un peu une femme à la Basic Instinct, tu sais, quand elle croise et décroise ses jambes, Oui. et qu'elle C'est assène. fou ce que Sharon Stone peut. Et qu'elle assène. peut Ah bah attends, peut- c'est quand même un fantasme. Sharon, attends, attends, c'est vraiment une belle Oui. femme. Vous voyez, les filles, on peut rien faire. Hein. On sera toujours devancé par les blondes. Pas du tout. C'est fini. Non, non. C'est trop tard. Pas Non, du tout. et je ne me teindrai pas en blonde. Pas du C'est tout. comme ça. Pas du tout. Alors, dans ce livre, il y a aussi quelque chose qui, pour moi, m'a semblé très, très important. C'est le décès de la maman de Tell. Et la maman de Tell, donc, va... Bon, c'est pas où, c'est pas... Enfin... je ne vais pas montrer quelque chose en plus. Enfin, je ne veux pas dévoiler le livre. Mais dans ce décès, il y a des pages... alors, je ne veux pas dire que ça va tirer des larmes, parce que ça ne tire pas des larmes. Non, mais Ça explose le cœur. C'est pire que ça. C'est-à-dire que ça ne passe pas au niveau des larmes. Ça se passe au niveau des cœurs. Et en plus, Chris en rajoute. Puisque il nous met en début, et ça, il faut que vous le découvriez, une recette dans son livre, qui est liée à ce décès, d'ailleurs, une recette délicieuse de figues confites que je n'ai pas eue encore. Non, mais dans la vraie vie, je t'ai déjà demandé si tu savais la différence entre une mère juive et une mère corse. La mère juive, elle dit à son gosse, si tu manges pas ta soupe, je me tue. Et la mère corse, elle dit à son fils, si tu manges pas ta soupe, je te tue. Moi, j'ai eu une mère corse. Donc, c'est pour ça que j'ai la moitié du sang corse, qui avait un sacré tempérament. La preuve, c'est qu'on l'a déclaré 3 fois. Il lui restait 1 semaine pour vivre, parce qu'elle était attaquée de cancer de toutes parts, et elle a tenu 15 ans à la volonté. Mais vraiment à la volonté, elle refusait les chimios, etc. Et elle faisait très très bien la cuisine, maman. Elle mélangeait des recettes qu'elle avait apprises en Afrique avec des choses françaises. Donc toi, tu mélangeais la mangue avec du porc, des choses comme ça. Donc moi, très jeune, j'ai vu une cuisine très très imaginative, très innovante. Et puis elle me faisait, parce qu'on a une maison encore en Corse, dans la montagne, elle faisait des figues confites à l'eau de vie, à la guavite. Et ces figues, c'était juste un délice. Et à chaque fois, je disais à maman, tu me donnes la recette, parce que moi je suis passionné de cuisine. Elle disait non, je te la donnerai quand je sentirai que je partirai. Et donc on avait une espèce d'accord tacite qui fait qu'elle allait me donner cette recette dans les dernières heures de sa vie. Et puis elle a su qu'elle allait mourir assez rapidement. Donc elle m'a demandé de venir. J'ai passé 3 jours avec elle dans sa chambre d'hôpital. L'hôpital d'ailleurs a été assez formidable parce qu'il m'avait installé un espèce de fauteuil, tu sais, qu'on peut incliner pour dormir. Et pendant 3 jours, on s'est tout dit avec ma mère. Et j'avais du lourd. Hein. J'avais vraiment du lourd. Mais elle est partie en paix et elle a réussi à me donner effectivement cette recette de figues confites et que j'ai voulu, par hommage pour elle, retranscrire effectivement dans ce roman. Donc la mort de la maman de mon héros est en fait le décès de ma maman. Et cette recette de figues était notre petit secret. Et je me suis dit, tiens, je vais la rendre à peu près publique. Alors c'est très émouvant. Et je dis, oui, ça ne tire pas des larmes. Parce que bon, on peut raconter la mort de quelqu'un qui nous est proche. Mais la mort, on l'a vécu comme d'abord comme une libération, parce que quand tu es atteint d'un cancer depuis très longtemps. Et puis ça aussi, c'est quelque chose qui m'a frappé en Afrique, tu vois. C'est que en Corse, dans mon village, quand tu meurs, il y a un corbillard, il y a tout le monde qui pleure, tout le monde est en noir. À l'église, c'est juste, toi, c'est le show du curé, quoi. Toi, c'est le dimanche et quand quelqu'un meurt, donc
je suis pas agnostique, mais moi j'aime bien les messes, toi, à Harlem. Ça chante, Moi, ça bouge. j'aimerais quand je mourrais que mes gosses m'amènent un vrai groupe de jazz et que ça envoie, toi, et bam bam boum. Et en Afrique, on faisait la fête quand quelqu'un mourait. Tu vois, c'était, tiens, Allah l'a rappelé. Pas le Allah, parce que les gens font l'amalgame, mais Allah l'a rappelé, on fait la fête, on tue le mouton, voilà, et c'était des images absolument sublimes de voir, de prendre la mort comme ça. Je trouve que notre religion, là, qu'est-ce que c'est triste d'avoir tout le monde voilà, derrière un corbillard. Donc, je parlais de ça, oui, parce qu'on parlait du fait que ça soit émouvant. Et oui, donc la mort de ma maman ou la mort oui. telle que je la décris, si tu veux, c'est factuel. Moi, j'ai été élevé autour de gens où la mort, c'était pas un point final. Tu vis toujours avec la personne. Moi, je vis avec mon père, avec ma mère en permanence. Voilà, ils sont là. Après, t'appelles ça comme tu veux. Mais en tout cas, donc voilà, maman est partie. J'ai hurlé un bon coup parce que c'est normal. Et puis, hop, c'était avec mon père le soir même, on s'ouvrait une bonne bouteille. On a sorti un premier cru de Margaux, je me rappelle. Parce que voilà, la vie continue. Oui. Mais je suis totalement d'accord pour cette notion. Alors, je voulais te rappeler... Ça aussi, c'est note noire, tu vois. Oui. On appelle la note noire. La note noire, en fait, c'est tout un tas de choses que j'ai voulu amalgamer d'expériences passées. C'est vrai qu'il m'est arrivé plein de trucs. Ne me demande pas comment. C'est comme ça, j'attire les... mais voilà, c'est tous ces éléments clés de la vie qui m'ont marqué. Dans la vie comme dans la mort. Mais de toute façon, quand on écrit, on est obligé de mettre de soi dans ce qu'on écrit, parce que sinon, ça ne serait pas vivant. Alors, j'aimerais te rappeler que la mère ashkénaze est comme la mère corse, puisque tu es en moitié ashkénaze. Je dis à mon fils, si tu fais pas ça, je te tue. Okay. Voilà, exactement. Okay. C'est la mère séfarade qui se tue. Je tiens à l'indiquer. Okay. Je tiens à l'indiquer. D'ailleurs... il y a une phrase qui résume bien ce moment dans ton livre. C'est « il faut souffrir pour grandir ». Oui. C'est un proverbe Maasai. Et ça me rappelle... Un proverbe Maasai, tu vois, les Maasai qu'on voit sauter, machin, etc. Il y a une sagesse en Afrique, tu vois, il faut avoir vécu pour comprendre ça. Il y a une sagesse... ça n'a rien à voir dans le sujet, mais pour que tu comprennes, parce qu'en plus, ils sont capables de mettre une dose d'humour... Moi, je me rappelle d'Abou. Abou, c'était mon cuisinier. Il avait fait les Dardanelles et 14-18. C'est quand même pas rien. Il vivait donc d'une pension d'anciens combattants, qui a dû continuer après sa mort, puisque Abou, pour garder les pensions qui étaient très importantes dans les villages, on ne déclarait pas les morts. D'accord. Et Abou, il avait un vécu absolument sensationnel. Et puis, donc, il avait une sagesse. Alors, il disait plein de choses. Puis, entre autres, il disait, tu vois, Christophe, quand le noir, il est con, il est con. Mais quand le blanc, il est con, il est vraiment très con. Et c'était, voilà, ma vie a été ponctuée de plein de choses comme ça. Donc, il y avait cette sagesse, incontestablement. Et elle m'a beaucoup rempli. Alors, à côté de ça, je me bats en bagnole. Toi, j'ai même tapé un policier il y a encore 15 jours. Je suis assez... Je ne vous avais pas prévenu que j'invitais un blouson noir, une racaille, des quartiers... une injustice. Voilà, toujours sous l'injustice. Non, mais je plaisantais, évidemment. Mais il y a une sagesse quand même. Voilà. Et le problème de ne pas accepter l'injustice. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas admettre. Je comprends pas. Et ça me révolte. Et ça se retrouve dans mes romans où j'ai tendance à défendre un peu, pas l'opprimer, mais à essayer de réhabiliter des... Oui, je pense qu'il y a surtout une réhabilitation de la personne, de la victime. Tu te préoccupes parce que ça soit dans les trois, l'assassin, entre guillemets, tu lui trouves pas d'excuses. Moi, je l'ai senti comme ça. Tu trouves des excuses à celui qui s'est trouvé sur le chemin, à la victime. Tu essayes de comprendre. On sent qu'il y a une recherche sur le côté psy, sans aucun problème. Mais l'assassin, tu ne lui trouves pas d'excuses. J'ai interviewé Claude Cancès, là, qui était le patron de la PJ. C'est sur mon blog.
Et j'ai failli lui faire répéter 2 fois la question parce que j'étais, moi, dans le rapport Borniche, machin, où ils deviennent copains, tu vois. Oui, comme dans Et le quand film je dis avec Alain Delon. quand je Oui. pose la question à Claude Cancès de dire, mais est-ce qu'il y a un assassin avec qui tu es resté copain après, etc. Il dit, non, attends, il y a d'un côté les bandits et de l'autre, il y a les gendarmes. Et quand on les a chopés, j'ai aucune pitié. Et c'est vrai que j'ai peut-être un peu ça dans mes romans. Ah, complètement. Aucune pitié. Moi, j'ai une cousine qui a été assassinée 4 coups de couteau par un type. Il venait d'être libéré par Mitterrand en 82. Il avait déjà assassiné par le passé. Pas de pitié. Après, tu peux me traiter de réac, tout ce que tu veux. Tu vois. On l'a vécu dans la famille. On a vu le corps avec plein de sang. Ça a été juste un. Voilà, ça a cassé notre famille pour des années. Pas de pitié. Ouais. Après ça. Non, non, mais c'est pas être Et ça, c'est un côté corse. C'est un côté corse. Toi, il y a un moment donné, ça va, quoi. Tu viens m'emmerder, bah, tu t'en prends une. Oui. Non, non, mais je pense pas. C'est s'explique pas le après. côté réac. C'est le côté analyse de D'ailleurs, la si vous achetez pas victime. mon polar, Faites gaffe, il va me tuer moi. C'est ça le problème. Faites gaffe quand même. Bon, Pardon, vas-y. c'est pas grave. Et non, mais c'est ça qui est intéressant. C'est ça. C'est le fait que tu ménages énormément la victime. Tu vas vraiment gratter autour de la victime. Et surtout, tu ne vas pas t'arrêter aux faux semblants et aux a priori. Et ça, c'est puisque dans Un pas compté, le type qui est retrouvé, il est retrouvé dans un bar limite lupanarguais. Ouais, c'est un bar gay. C'est un bar J'ai même gay. été dans un bar gay. Non, j'ai même été dans un sauna Il gay. va jusqu'au bout. Ah ouais, parce que pour décrire ce que c'était comme émotion, et j'étais, c'est assez incroyable. J'étais dans un sauna gay à Montmartre, et en fait, il y a une grande salle avec plein de vapeurs. Je vais pas plus rentrer dans les détails. J'avais jamais. Je crois que les femmes n'imaginent pas. Il y avait plein d'hommes mariés dedans. Hein. Je crois que les femmes n'imaginent pas ce qui se passe l'après-midi. Les mecs doivent dire qu'ils sont au bureau, je sais pas. C'était noir. Enfin bref, j'en ai sorti effectivement une espèce de. Alors, je sais pas si j'ai réussi à le retranscrire. Je me suis pas, non pas pour dire, non, je n'avais pas peur, mais je me suis pas éternisé non plus. Parce que de la vapeur de sauna, même si j'aime ça, Oui. n'est pas un truc qui me. Au niveau des bronches, je fumais en Oui, plus oui. à l'époque, machin. Mais il y avait un côté quand même pas glauque, parce que je respecte, chacun fait ce qu'il veut avec son corps, mais c'était assez violent. Et j'imagine assez que la violence. J'aurais dû d'ailleurs aller plus souvent dans des bars gays le soir, tu sais, où il y a des fist fucking, des machins, des trucs. Il y a une violence quand même qui est incroyable. Je sais pas d'où elle vient, d'où elle sort. Je reviens à cette notion de testostérone qui est quand même un truc qui est quand même une drôle d'hormone. Hein, mais donc oui, ça commence dans un bar gay. On trouve un noir assassiné. D'abord, je signale quand même qu'il a une veste, qui est la veste de Brando et surtout de Nicolas Cage. Oui. Donc il y a le film de Lumet et puis cette veste en python que moi j'aimerais tellement m'en payer une. Tu vois, quand je joue du saxo, une belle veste en python. C'est pas gentil pour les pythons. Ah oui, mais qu'est-ce que tu veux? Moi, je protège les opprimés, les pythons. Tu as raison, je devrais protéger les pythons. Et d'ailleurs, alors, il y a quand même. Non, elle n'est pas classe cette veste. Non. Si, elle est classe cette veste. Quand il sort sur ça, c'est pas une bagnole, sa Mustang, je sais pas quoi, il fait sa déclaration d'amour. Oui, avec une veste Sailor, en python. Oui, Sailor et Lola, oui, évidemment. Avec sa veste en python, oui, c'est quand même dingue. Oui, mais c'est Nicolas Cage. Oui. Je ne suis pas sûr que certains, même avec une veste en python, me faisant une déclaration d'amour, ça fonctionnerait. Ça dépend. J'ai des images dans la tête où là, ça marche pas. Mais tu vois, comme quoi dans les romans aussi, il y a beaucoup de cinéma américain. C'est pour ça aussi que mon flic, il est américain et que ça se passe aux États-Unis. D'abord, c'est beaucoup plus fluide pour les enquêtes. En France, il faut un juge d'instruction, machin, etc. Enfin, tu vois comment est notre justice. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus fluide. Et puis, il y a cette notion de cinéma, de pauvre justifié, de poor lonesome cowboy. Toi, le soleil tombe sur les collines et tu recommences le lendemain, quoi. Oui, et puis d'ailleurs, on remarquera que Tell, quand même, il a une espèce d'humour un peu à l'anglaise, puisqu'à un moment, il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée, c'est « Quitte à couler, autant que ce fut avec la bonne cravate ». Ouais, ça, c'est un proverbe anglais. Ouais. Et ça, je trouve ça sublime, parce que ça m'a fait penser moi, j'ai coulé, étonnamment à la chanson de Sting. C'est String. Oui, non, ça, String, c'est dans tes rêves, mon chéri. Bon. Non, Sting, Gentleman in New York. Ah oui. C'est exactement. Et quand on écoute... New York.
Excusez-moi pour les voix, la voix. Et c'est exactement ça. C'est un gentleman. I'm an eagle alien. Et donc c'est ça, on reste sobre, on reste nickel, même si on le sent tel, il y a des moments il sort, il est fripé non seulement avec son trench, mais il est fripé de l'intérieur. Il est vraiment... Bon, alors il a une ostéopathe de génie qui va, parce que ça c'est important c'est du vécu, aussi, ça, hein. C'est qui va lui sortir... Moi j'ai parlé à mon grand-père, voilà, à ma grand-mère, à mes arrière-grands-parents, avec une ostéopathe incroyable qui me connectait avec eux. Et tu vois, pourtant j'ai fait maths sup, maths spé, je suis ingénieur, je suis très cartésien et j'ai découvert des choses complètement dingues dans l'énergie transgénérationnelle, dans tous ces gens qui avaient un pouvoir de te faire sortir du corps, quoi, et d'aller. Ah, j'ai trouvé ça fantastique. Je ne sais pas qui t'a dit un jour, mais quelqu'un que tu connais bien qui t'a dit un jour, tu n'es pas seul à vivre au milieu d'un cimetière. Ah, toi. Si tu te souviens bien. C'est toi. Alors, moi j'aimerais bien, parce qu'on va revenir aux Corses, et j'aimerais bien que tu nous racontes l'histoire des Los Corsos. Ah, les Los Corsos, c'est à un moment donné, fin 19e, il n'y a plus rien à manger sur le Cap Corse. L'agriculture, enfin déjà, toi, il n'y a pas en Corse pour faire pousser des choses, faut y aller, hein, à part sur la plaine orientale, mais à l'époque, c'était totalement infecté de moustiques. Hein, ce sont les Américains qui ont permis que la Corse devienne, entre guillemets, agricole, il faut jamais l'oublier, et les pieds noirs, en inventant le DTT. Mais donc, il n'y a plus rien à manger, et ils partent au Venezuela, ils partent en Amérique du Sud, et on les a appelés les Los Corsos, notamment au Venezuela. Et le Corse, il a une faculté lorsqu'il s'exporte, c'est qu'il est soit dans la drogue, soit dans la prostitution, soit dans la police. Et juste un truc, j'ai des copains corses. Mais moi, je suis moitié corse. Donc moitié corse. Alors, ne m'assassinez pas tout de suite. Je voudrais bien venir vous voir l'été prochain. Je vous embrasse d'ailleurs. Et donc, effectivement, ils ont acheté des terres. Ils n'ont pas été très, très cool non plus, parce qu'ils ne sont jamais revenus au pays redistribuer leurs richesses. Pourtant, il y a des villas corses, celles qu'on appelle les villas américaines. Il y a quelques villas, si tu veux, mais le Corse, en règle générale, lorsqu'il s'est expatrié, il ne s'est pas beaucoup occupé de ce qu'il avait laissé au pays. C'est pas quand même on peut pas nous reconnaître ça. Hein. C'est pas un de nos talents les plus fous. Donc effectivement, ils sont partis et d'ailleurs, tu sais, ils étaient dans la drogue à un moment donné aussi, puisque dans la French Connection, c'était des types absolument doués, pas que pour assassiner des préfets, c'était aussi pour blanchir, pour transformer la morphine base en héros, ça, c'est des chimistes de feu, quoi. Donc ils se sont beaucoup disséminés en Amérique du Sud, en Asie. Mais donc en fait c'est une mafia qui se rajoute à en fait c'est une mafia. Ils étaient pas mafieux avant de partir, ils sont partis parce qu'ils trouvaient faim. Non, mais bien évidemment, j'adore la Corse et à chaque fois j'essaye de poser un peu comme on pose une église au milieu d'un village, tu vois. On dit poser le clocher au milieu d'un village. Moi, j'essaye toujours de prendre des faits réels qui se sont passés en Corse. C'est quand même passé un paquet de choses en Corse. Donc bien évidemment, j'accable personne. Et heureusement, sur les 400 000 Corses que nous sommes, il y a très très peu de bandits. Et voilà. Mais c'est un fait qu'on en a retrouvé quand même un sacré paquet dans le stupre et la luxure et la violence et tous ces adjuvants. Voilà. Et pourquoi ils étaient plus doués que les autres, je sais pas. Peut-être qu'ils se faisaient respecter, tout simplement. Tu vois, ce Corse qu'on voit dans ce film avec la roulette russe, là, Voyage au bout de l'enfer, avec De Niro, etc. Et tu sais, à un moment donné, il y en a un c'est le copain que De Niro va rechercher. Et en fait, il y a un accent corse, c'est un Corse derrière qui finance tout ça, tu vois. Et ça explique bien qu'ils étaient quand même très borderline, hein, pour la plupart qui s'étaient expatriés. Et à côté de ça, tu avais des flics, hein, tu avais des colons. Il y a des grands flics Il y corses. avait des colons, il y avait des. Voilà, Mon grand-père avait fait colo, tu vois, donc. Donc les Los Corsos, voilà. Alors on va revenir un petit peu au jazz, puisque tu l'as pas amené ce soir, c'est vrai que je te l'ai pas demandé, mais tu joues aussi du saxophone.
Un petit peu, oui. Un petit peu bien même. Je t'ai entendu, alors tu peux pas dire le contraire maintenant. Je t'ai entendu à la fête de la musique. Cet été. Cet été. Oui. Oui, j'aime beaucoup jouer de cet instrument. Je trouve qu'il a un son qui est chaud. Je trouve ça rond, assez sensuel. Et puis surtout, je suis avec des copains formidables. C'est-à-dire que toute proportion gardée, tu vois, Miles Davis, c'était quelqu'un qui savait s'entourer des meilleurs musiciens. Et lui était très bon, mais moi, je suis pas tellement bon, mais je sais m'entourer de gens vraiment bons, que ce soit dans ma société ou ailleurs. Et là, lorsque je joue avec mon groupe, ils sont juste formidables. Ils jouent très très bien, et donc ça me permet de me mettre dans leur sillage, et il y a une bonne ambiance. Donc tu sais, c'est difficile parce que eux gagnent un peu d'argent avec ça, et c'est pas facile de trouver des concerts, des contrats. Donc toi, pour rien te cacher, on est 4, on joue pour 300 €. Moi, je prends rien parce que je gagne bien ma vie par ailleurs avec ma boîte. Mais on a formé effectivement une petite bande, et on joue de temps en temps dans des cafés, dans des mariages, et à la fête de la musique, à la fête du Beaujolais. Ben, on va partir en promenade musicale, puisqu'on va rejoindre Tom Waits, qui va nous chanter. Ah, c'est différent, Tom Waits. Tom Waits, on peut pas parler de... Oui, bien sûr, c'est fait pour. Tom Waits, c'est quand même quelqu'un d'extraordinaire. Et c'est un toucher de piano incroyable. Tu sais, il y a un truc qui m'a vraiment marqué. Je sais pas si ceux qui aiment le jazz, qui nous écoutent, ont déjà fait cet exercice. Quand tu écoutes une musique de jazz, tu fermes les yeux et tu te dis, mais est-ce que les types qui jouent, ils sont de la côte est ou de la côte ouest? Tu sais, d'un côté, on a eu le jazz assez flamboyant mais dur de la côte est, et puis on a eu le cool jazz, qu'on appelait le cool jazz à un moment donné sur la côte ouest, où les blancs s'accaparaient toujours. Ça aussi, c'est un mal infini, où les blancs essayent de s'accaparer la musique des noirs et de se l'approprier. Et Tom Waits, pour moi, c'est typiquement un mec de l'Est. Et ça s'entend à la gouaille, ça s'entend au son du piano, ça s'entend à l'orchestration. Là, il y a les violons, il y a tout. Il t'amène tout, là. C'est un très, très, très grand musicien. J'ai eu la chance de voir. Tu vois, quand le blues, en fait, la note bleue, là, elle n'appartient pas qu'aux blacks, même si c'est eux qui en ont pris le plus grand de toute la problématique. Mais tu vois, Tom Waits, tu sens que ça a dû être assez lourd de son côté aussi. Mais oui. L'album est magnifique, hein, je vous le conseille, Blue Valentine. Il n'y a pas un morceau plus mauvais que l'autre. Alors on arrive à ton troisième rang. Donc à partir du troisième, on peut estimer que Tel est devenu un héros récurrent. Dur à cuire, dur à vivre, puisqu'il lui arrive de plus en plus d'aventures qui vont l'emmener de plus en plus loin. Mais il devient détective surtout. Là. Et voilà, il n'est plus flic. Il y a une femme qui va l'aider. Waouh. Alors, Carole. Oui, il a une jeune femme dans sa vie. On peut dire que les rapports sont des rapports pater-familiaux un petit peu. Hein. Oui. C'est d'ailleurs à un moment, Carole, on a la description du père de Carole, et il y a un contraste entre ce qu'elle ressent, enfin entre son père qui est un peu froid, et le rapport qu'elle a avec elle. Alors ça, c'est peut-être l'apanage de l'âge et du côté masculin, c'est que je suis en train de m'en rendre compte, parce que j'ai 53 ans, cette notion où tu peux être vis-à-vis des femmes, certaines femmes, tu peux être à la fois le père qu'elle recherche, et en même temps l'amant qu'elle recherche. Toi, tu es dans une tranche, je suis dans une tranche d'âge où les deux peuvent se passer, se mélanger avec, je pense, plutôt plus de bonheur, tu vois. Et c'est un peu ce qu'il est en train de vivre mon héros, mais même s'il y a, alors là pour le coup aucune connotation non, parce sexuelle on voit bien que Carole, elle n'est pas. Il y a un rapport de séduction. Il y a un rapport de séduction, puisqu'il y a quand même un passage sur la poitrine de Carole qui va se faire. Alors, ça j'ai beaucoup apprécié.
je le lis, c'est que pour une fois, c'est pas une femme qui va faire augmenter sa poitrine. Il faut dire qu'avec les dernières prothèses, je sais plus. Mais moi, j'ai croisé une femme, c'était une souffrance terrible. Elle avait une paire de seins énorme. Et et je me disais, mais la pauvre, tu vois, heureusement qu'on a inventé cette chirurgie aussi dans ce sens-là, parce que après, elle a changé de vie. Ah mais complètement. Moi, j'ai eu une élève il y a une quinzaine d'années, une fille sublime, qui était un petit modèle, mais qui avait une paire de seins. Alors évidemment, mais tous les garçons la regardent. Elle avait des problèmes de dos. Tous les hommes la regardaient avec une envie. La gamine avait 18 ans et les hommes la dévoraient. Le problème, c'est qu'elle souffrait. Et en fait, c'est une des rares opérations de chirurgie esthétique qui est en fait pas de la chirurgie esthétique, mais de la chirurgie réparatrice, où elle s'est fait enlever de la poitrine, et après, elle était dans le bonheur total. Et alors donc, moi je tiens à remercier Chris, parce que avec les prothèses, machin, là, dernièrement, dont on a parlé, ça fait tellement plaisir de voir un homme décrire une femme qui va se faire enlever des seins, et que voilà, il y a un côté, on est content de voir quelque part qu'on peut nous apprécier même quand on ne fait pas du 95, J'espère qu'on t'entend, qu'on t'écoute chez mon nouvel éditeur j'ai la réputation d'être un peu misogyne là-bas. Donc, alors, je vais faire le point là-dessus. Alors, Chris n'est pas un être misogyne du tout. Je dirais même c'est un Sacha Guitry. Il est contre les femmes, tout contre. Non, pas du tout. Au contraire, je crois que c'est un gentleman. Voilà, il sait ouvrir la porte à une femme. Là, on a fait des salons du livre ensemble. Je l'ai vu avec toutes les femmes. Ce n'est pas un dragueur invétéré, c'est un charmeur, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et non, il n'est pas du tout misogyne. Simplement, il donne son avis. C'est un avis d'homme. Alors, est-ce que donner un avis d'homme, c'est être misogyne? C'est comme moi, quand j'écris en décrivant un homme, est-ce qu'on va estimer que je suis contre les hommes ou que je suis trop féministe? Non, je crois pas. Je crois que tu donnes ton avis d'homme et qu'il n'est pas plus méchant. Je dirais même qu'il est même beaucoup plus sympathique que celle d'une femme pour avoir sur les autres femmes. Alors donc on arrive à l'âme de fond. Alors l'âme de fond, c'est assez extraordinaire parce que là aussi, tu as appris un démarrage de roman, un fait qui s'est passé dans ta propre famille. Oui, parce qu'en fait, la grand-mère de mon papa était fille-mère. Attends, c'était ça. Non, la mère de mon papa était fille-mère, et son père, qu'elle n'a jamais connu, est parti à Cincinnati. Ça sonne déjà, Cincinnati. Et il a envoyé une carte postale qui disait grosso modo je suis en train de faire fortune, rejoins-moi. Sauf qu'il n'a pas mis l'adresse. Donc, la maman de ma grand-mère n'a jamais pu rejoindre le géniteur de ma grand-mère. Et donc, cette carte postale est restée dans la famille. Et d'ailleurs, je me suis juré, comme j'ai fait un peu d'argent grâce à ma société, mais vraiment, à partir de cette carte postale, d'essayer à un moment donné, je vais me poser, j'ai demandé à l'agence Pinkerton d'essayer de retrouver cette famille qu'on a de l'autre côté des États-Unis. Donc effectivement, ça part d'une carte postale. Ça part d'un vécu aussi où, enfant, mon père me parle d'un nazi qu'il a vu au Yémen, comme quoi les nazis s'étaient réfugiés essentiellement dans les pays arabes, plutôt que, contrairement à ce qu'on le pensait, en Amérique du Sud. Ça part de la spoliation des Juifs par les Suisses. Ça part d'une histoire familiale, puisque j'ai un père résistant et j'ai un grand-oncle collabo. Donc déjà, j'ai été élevé entre ces deux-là, mais moi je l'assume, parce que, j'y suis pour rien, et que je rappelle juste qu'à l'époque, il y avait 30 millions de Français, et que si on les écoute, il y avait 30 millions de résistants, donc voilà. Donc il y avait un seul collabo, je vous l'annonce, c'était mon grand-oncle. Voilà. Donc, je te coupe 2 secondes. De Gaulle disait, en fin mai 1944, il y avait 40 millions de pétainistes. Fin juin 1944, il y avait 40 millions de gaullistes. Et pourtant, il n'y a jamais eu 80 millions de Français. Non. Moi, j'explique à mes élèves, là c'est le prof d'histoire qui va parler, en France... Je ne sais pas ce que j'aurais fait, moi, très franchement. Oui, je t'interromps, je ne peux pas dire. On sait pas. Mon père m'a toujours dit, parce que j'ai posé la question, toi, t'es résistant, machin, mais j'en sais rien. Sait pas. J'en sais rien. D'abord, j'étais blond aux yeux bleus à l'époque, j'ai des cheveux. Oui. Donc toi, j'ai quand même plutôt la gueule d'un arien. Voilà. Je crois que le communisme, déjà à l'époque, ça n'aurait pas été vraiment mon truc.
Oui, mais tu vois, mais pas le fascisme non plus. Non, mais oui. je plaisante là, mais on peut pas plaisanter avec ces choses-là. Mais, si, on peut. Non, mais alors on peut plaisanter avec ces choses-là. Je ne sais pas. Attention. Je vais pas te dire là très franchement droit dans les yeux que j'aurais été forcément du bon côté. Non, mais on ne sait absolument pas. Et j'explique toujours qu'en France, si on calcule à peu près le pourcentage, il y a eu 10% de résistants, 10% de collabos, et qu'il y avait 80% de Français qui essayaient de survivre. Il ne faut pas l'oublier aussi, hein, qu'on avait plus de chocolat, plus de pain, etc. et que... et plus de bras. Encore, et plus de bras. Oh, super, ça doit très bien. Elle tombait très très bien celle-là. Oui. C'est vrai que les Français essayaient de se chauffer, essayaient de survivre. Alors on peut pas. Ça me fait toujours penser à la fameuse chanson de Goldman. Et si j'étais né en 17 années, qu'est-ce que j'aurais fait? On ne sait pas. On ne sait pas. On a tous une histoire, on a tous réagi, on a tous eu des lâchetés. Non, puis de toute manière, quand tu rentres dans le détail de l'histoire, comme j'ai essayé de le faire là, avec le recul pour ce roman-là. Tu te rends compte que des Juifs ont vendu des Juifs. Tu te rends compte de toute le machiavélisme géopolitique, de la triple spoliation que les Juifs ont su. Tu te rends compte du rôle totalement incroyable des Suisses. Il s'est passé une anecdote très rigolote. Je vais te raconter en marge de ce roman parce que j'ai pas eu le temps de t'en parler. Il y a donc 5 mois, je sympathise, mais sympathie comme on est capable des fois de le faire entre hommes, tu sais, comme des frères, avec Frédéric Diefenthal, l'acteur. Donc on devient pote comme cochon, et on fait une nouba d'ailleurs d'enfer à un salon du livre, et vraiment on sympathise, et on s'offre donc réciproquement nos romans. Lui a ajouté des notes sur un roman... Le crime dans Paris, arrondissement par arrondissement, et je lui offre donc L'âme de fond. Sauf que pour écrire L'âme de fond, j'avais absolument besoin de parler au bras droit de Bill Clinton. C'est un type qui a été dans le secret de la négociation entre les Américains et les Suisses pour réparer la spoliation des Juifs. Cet homme-là, au cours d'un dîner, quelqu'un me dit « Ah, mais je le connais !» Il s'appelle Claude Machin, il vit en Belgique, appelle-le de ma part et va le voir. J'appelle ce mec 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je finis par tomber sur ce type, et le type me dit, bon, venez me voir à Bruxelles, je vous attends à l'hôtel Machin. Je prends le train, je vais à Bruxelles, je vais à l'hôtel, le type ne s'est pas pointé. J'en ai eu tellement marre que je ne l'ai pas rappelé, j'étais vraiment fou furieux. Et j'ai réussi par une autre connexion à vérifier mes sources sur donc les négociations secrètes qu'il y avait eu en dessous de main, etc. Et donc je reviens à Frédéric Diefenthal. Et Frédéric Diefenthal, je l'ignore, prend mon roman, le lit et va en Israël. Avec sa femme et des amis. Et en Israël, il a un guide. Et ce guide voit mon roman. Et lui dit, mais j'ai entendu parler de ce roman. Je sais exactement de quoi ça parle. Et Frédéric Diefenthal dit, ouais, c'est un ami qui l'a écrit, etc. Et donc le type en question, le guide, c'est le fameux mec qui n'a jamais voulu me recevoir. C'est extraordinaire. Voilà, la boucle était bouclée. Et donc il était parfaitement au courant. Voilà, donc je t'ai jamais raconté ça. Et je l'ai appris récemment parce que c'est Frédéric Diefenthal qui m'appelle en disant, tu peux pas savoir. Il m'appelle donc d'Israël. Il m'arrive une histoire de dingue. Il y a quelqu'un qui connaît parfaitement les dessous des cartes de ton roman. Il en a entendu parler. C'est Claude. On va l'appeler Claude K. Et je lui dis, ouais, tu peux m'en parler de ton Claude K. Il n'a jamais voulu me recevoir. Voilà. Comme quoi, ton roman, de toute façon, devait arriver dans ses mains. À propos de ton roman, je vais lire, puisque tu parlais de la spoliation des Juifs. Alors, tu as fait ne m'interromps pas, mais tu as fait un petit détour en Uchronie, hein, quand même. En quoi? En Uchronie. C'est bien. Je vais apprendre quelque chose à un romancier. Je suis ravie. Vous vous rendez compte, monsieur Avogadro? Il a fallu plus de 40 ans pour obtenir un semblant de compensation. Je fus réduit au silence par son ton prosaïque. Pour alimenter sa machine de guerre, l'Allemagne pilla, en coupe réglée, tous les biens juifs et vola l'or des pays occupés. On atteignit l'horreur avec celui prélevé dans les camps de concentration, 20 tonnes d'or dentaire, en plus des bijoux qui furent déposés en Suisse contre de l'argent qui finançait la conquête. Morgenstein estimait que si la Suisse avait refusé, la guerre se serait terminée dès 1942. Depuis la capitulation allemande, personne ne s'était soucié du hold-up qui avait accompagné l'extermination des Juifs. C'est là l'Uchronie. L'Uchronie, c'est refaire l'histoire.
D'accord. Voilà. Si Jeanne d'Arc n'avait pas été brûlée. Alors, moi, personnellement, en tant que prof d'histoire, ça me plaît. Parce que j'aime bien qu'on change d'histoire. Parce que, et c'est vrai que... Alors, je ne suis pas sûre, parce que, comme on dit avec... Non, mais c'est intéressant. Moi, j'aimerais que tu m'expliques. Alors, tu te rends compte, en fait, que les Suisses, c'est une machine à faire du pognon, les mecs. D'accord ? Et que, en fait, au travers de la guerre d'Hitler, ils avaient trouvé un moyen, avec intérêt à l'appui, à financer une entreprise qui gagnait. Tout simplement. Donc, le mec venait en disant, ben voilà, j'ai besoin de tant de millions pour financer ma guerre, etc. Et en échange, il déposait des tonnes d'or. Donc, on faisait comme si on ne savait pas d'où venait l'or. Alors qu'on savait pertinemment qu'ils étaient spoliés. Et c'était une machine tellement bien organisée que, figure-toi que même les nazis écrivaient des cartes postales, on en revient aux cartes postales, ou des lettres, à la famille des juifs qu'ils tuaient, en disant, bah venez genre en Pologne, machin, c'est super beau, genre il y a des petits oiseaux, il fait beau, et venez avec votre pognon parce qu'on peut se réinstaller, venez avec tout l'ordre de la famille, etc. Et les pauvres malheureux, comme il n'y avait pas internet, pas machin, pas de moyen, ils arrivaient, ils étaient... Donc c'était vraiment une entreprise organisée de pillage, de spoliation en coupe réglée. C'était assez étonnant. Et à côté de ça, tu vois, toujours le souci de tolérance, on peut pas accabler les Allemands, bien évidemment, dans leur ensemble, comme on peut pas accabler les Français dans leur ensemble. Tu avais à côté, par exemple, la Kriegsmarine, dont je parle, où les types étaient patrons de sous-marins, c'était des héros, mais des vrais, tu vois, parce qu'ils partaient à 50, il y avait un sous-marin sur 3 qui rentrait, et les types ignoraient totalement ce qui se passait sur le front, ignoraient totalement ces spoliations. Il y en avait même un qui rentrait au port de Lorient en disant, avec son hygiaphone, il disait « Est-ce que cet enfoiré d'Hitler est encore là ?» En 1941 ou 42, il fallait avoir des couilles. Des grosses couilles, ouais. Donc, il faut savoir quand même que les 4 attentats contre Hitler ont été faits par la résistance allemande. Que d'ailleurs, le 4e a été... ça a été... je termine juste ça. Il faut savoir que le 4e attentat contre Hitler, c'est ce qui a provoqué le suicide de Rommel. Puisqu'il avait participé à cet attentat, et donc on lui a donné le choix entre soit il se suicidait, soit on le tuait avec toute sa famille. Voilà. D'ailleurs, il était très pris à l'époque. Comme disait Himmler en quittant Auschwitz pour aller en Hollande, je peux pas être à la fois au four et au moulin. Voilà. Je pensais bien que tu allais nous la faire, celle-là. Ça me fait rire. Du bon goût pour toi. Elle est de Desproges. Elle est pas de moi, elle est de Desproges. Juste un petit salut pour lui. Bon alors, donc, on se retrouve avec une carte postale, avec tel qui va voyager dans l'Afrique, Zanzibar, le Yémen. C'est tous les coins que j'aime. C'est tous les voilà. Coins que Alors on sent un régal dans l'écriture. On sent le goût du sable. On sent. Non, là c'est la mer Rouge, c'est le sel. Voilà. Ce sont les coraux. Voilà. Sur les boutres où tu vois l'odeur du poisson est totalement imbibée. À la limite, tu vois le bois est pourri, mais le bateau il tient par l'odeur. Tu vois, il flotte quand même tellement il a mémorisé. C'est la colle du poisson intérieur. En fait, il est collé par le poisson. Le poulpe, et en plus, il y a une scène torride. Alors, il nous avait pas habitués. Mais là, chez Michel Lafon, on m'a coupé mes scènes sexuelles. Oui. Aux éditions Dumas, chez Agatha Christie, ça se faisait pas trop. Et là, je voudrais bien lire. Alors moi, je vais demander à Chris qui me donne les feuilles dans le premier, dans le deuxième, si je peux être dans le secret, parce que je vois. Alors. Mais tu vois, ce roman. Non, ne vous attendez pas à une scène avec des détails. Non, c'est juste une mise en bouche. Voilà, je traduirai, je ferai. Voilà, si je dois faire un résumé de cette scène de nuit, ça s'appellerait pour moi une mise en bouche. C'est magnifique. C'est magnifique, voilà. Mais tu vois, ce roman, qui est mon roman, je pense, le plus personnel, puisqu'on parle d'Afrique, comme on a commencé cette émission sur l'Afrique, on parle d'un endroit que j'ai absolument adoré, quoi. Même si j'étais très pris par le Mali, le Yémen, Djibouti, la mer Rouge, Montfred, tout ça, ça a été des éléments clés dans ma construction d'homme. Ça a été un bonheur incroyable de le lire et ben tu vois, j'ai eu énormément de mal à trouver un éditeur. Parce qu'en France, tu mélanges pas les genres. Tu sais, c'est toujours la même chose en France. On est un peu con là-dessus. Et ça me rappelait mes études. Tu vois, moi, j'ai fait l'agro. Et donc, je suis ingénieur agronome.
Je crois que le premier geste de sauvegarde de la planète, c'est quand j'ai arrêté d'être ingénieur agronome. Je crois que je suis le premier parce que j'étais un piètre ingénieur. Et quand j'avais envoyé mon CV pour dire je voudrais bien faire du commerce, etc., on me disait alors, vous voulez rire, vous êtes ingénieur, vous ne pouvez pas faire de commerce. C'est un peu pareil dans l'écriture. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que les maisons d'édition traditionnelles sont en train aussi de partir un peu en vrille. C'est que on peut pas. Et même si j'ai beaucoup de respect pour ma maison d'édition actuelle, donc je suis très très heureux de les avoir rejoints, mais ils n'ont pas aimé ce roman, à mon grand étonnement, qui vient quand même qui est sur le point de rafler 2 prix. Oui, il a déjà eu le prix du Polar de Noisy-le-Roi. Qui a été leader de vente pendant très très longtemps sur Amazon. Mais c'est vrai qu'il y a un côté Monfred qui rencontre une histoire entre guillemets aussi. Je mets des pincettes à la Michael Connelly et ça plaît pas. C'est soit t'es Michael Connelly, soit t'es Henri de Monfred. Soit t'es Henri de Monfred. Alors, encore une fois, c'est genre, je me prends pas pour eux, mais c'était pour décrire le. Et en fait, c'est très compliqué. Ça se fait pas en France. Donc j'étais très content de le sortir sur Amazon. Ils ont été absolument formidables avec moi. Mais je trouve qu'il y a en plus une liberté. Tu vois, ça gonflait mes voiles comme un alizé. Ça se passait en mer Rouge. Mais là, c'était Amazon qui m'a donné les moyens d'eux. Et donc je faisais un peu la bourre avec mon actuel éditeur puisque j'étais en tête de leur écurie de romanciers. Oui, puisqu'ils éditent Marc Lévy. Ils éditent Marc Lévy, oui. Ils étaient devant Marc Lévy. Bon, ouais. Mais... oui, il faut le dire. Attends, non, mais là, c'est aussi une émission pour promouvoir les gens que j'invite. C'est pas simplement parce que c'est des gens dont j'apprécie l'écriture. Ce qu'il faut dire, c'est aussi que... Ce qu'il faut dire et donner en donnant de l'espoir à des gens qui nous écoutent, qui ont envie d'être écrivains, c'est que je vous le dis là, c'est un vieux qui vous le dit de 53 balais, qui est incapable d'utiliser Internet chez lui. Ça y est, c'est en marche, Amazon, le numérique, etc. Et donc écrivez et publiez sur le net. Il y a de fortes chances que ça puisse marcher. Voilà, c'est liberté pour tous, c'est un outil démocratique, c'est formidable. Oui, mais il faut avoir un bon réseau aussi. Derrière. Mais les choses se construisent, Christelle, tu vois, mon premier roman, puis après mon deuxième roman, puis le troisième, puis là j'ai fini le 4e, et puis je vais attaquer le 5e, et tu m'as vu faire, c'est vrai que travaillé ensemble, donc c'est aussi un combat un peu... Je peux dire, c'est un combat, et c'est vrai que, écrivant moi-même, c'est un combat de tous les jours. Je fais aussi un appel aux libraires, c'est important, c'est pas parce que, toi, tu as été dans de grandes maisons d'édition, mais c'est pas parce que vous recevez des livres de petites maisons d'édition qu'il faut les mettre dans un placard. Michel Lafon, comme les éditions du Masque, ok, c'est des noms ronflants, mais in fine, dans le côté opérationnel, c'est pas, ils sont pas calibrés. Ils sont pas calibrés pour te contenter. Ce sont des maisons qui ont besoin, j'espère qu'ils vont se remettre en question. Il va y avoir beaucoup de licenciements. Les choses sont en train de basculer. Là. Il faut, le Versilio, pour ne pas les citer, ma maison d'édition avec qui j'ai encore une fois beaucoup d'affinités, tant humaines, professionnelles, parce qu'à un moment donné, il faut travailler aussi avec des gens que tu aimes. Ils ont compris ce virage avant tout le monde. Et moi, je suis vraiment fier d'abord d'avoir été coopté par eux. Je suis très heureux de faire partie de leur écurie. Je taquine les deux femmes qui s'occupent de moi en disant ouais, j'ai niqué Marc Lévy, machin. Non, on s'en fout, c'est pas le même débat. Faut être content, Marc. Marc, si tu nous écoutes. Il nous écoute certainement parce qu'il a peur. Donc il a mis il vit aux États-Unis, donc il a mis ses spies partout. Oui, je suis écouté, mon portable, etc. Non, il a peur. Même Michael Connelly, il a su qu'il allait sortir un 4e bouquin qui allait s'appeler La Boîte Noire, et taf, il sort un roman qui s'appelle La Boîte Noire, et je suis obligé de changer de titre. Il s'est fait chourer, Chris s'est fait voler son titre. Exactement. C'est terrible. C'est terrible. Alors, donc, on sait que tu es écrivain, on sait que tu es jazzman, mais tu as le bonheur. Je suis surtout père de famille. Voilà, il est père de... je peux les nommer, j'ai le droit. Père de... Alors, si je vais me faire tuer si je les mets pas dans l'ordre. Donc, de Achille, César, 16, Oscar 10 et la ravissante Joséphine. Puisque j'ai la chance de connaître Oscar et Joséphine, qui sont 2 amours d'enfants, très drôles, plein d'humour, des vrais feux follets. Et... Drôles comme leur mère. Oui, j'ai pas l'avantage de connaître leur mère.
Alors, tu gères tout ça et tu gères une grosse entreprise. Parce que c'est une grosse Non, entreprise. Enfin, mais c'est pas... tu gères quelque chose, t'es surbooké. Parce qu'en fait, il faut savoir que Chris, je l'ai surnommé, je suis surbooké. Donc, comment non, tu je fais? crois, non, mais je crois que au départ, je crois beaucoup en ça. Et je crois qu'il y a un patrimoine génétique au départ qui fait que tu es plutôt comme ci, plutôt comme ça. Toi, moi, je suis nul en français, je suis nul dans la mémorisation des noms. Tu vois, tu me présentes une personne à un cocktail, 10 minutes après, je recroise la personne, je sais plus son prénom. Donc j'ai plein de failles dans la vie. Par contre, il y avait une espèce de, on a un très bon foie. Et le foie, c'est quand même ce qui fabrique le glucose, l'énergie, etc. Et c'est vrai que je suis capable d'avaler pas mal. D'abord, je dors pas beaucoup. Je me couche tard et je me lève tôt. Je suis très très bien entouré parce que je suis parti en tant que chef d'entreprise en me disant je vais embaucher des gens meilleurs que moi et pas des gens moins bons pour les coiffer. Donc, ce qui fait que c'est encore petit à thème, c'est 10 millions d'euros, on a une très belle marge, on fait des choses magnifiques, mais c'est avant tout une équipe. J'habite à côté de mon bureau, donc ça arrange aussi beaucoup les choses, tu vois, parce que j'ai pas 1 heure de transport en commun, donc j'ai juste 7 minutes montre en main. Et puis, mes gosses, c'est mon bonheur. Il se trouve qu'ils travaillent bien à l'école, donc j'ai même pas à leur faire leurs devoirs, tu vois, donc j'ai là-dessus de la chance. Je leur ai donné, et je leur donne beaucoup, ils me le rendent. C'est un win-win, je leur ai dit, voilà, c'est comme ça. Et j'en parlais avec une amie hier, tu sais, tu as deux manières. Moi, on ne s'est pas occupé de moi beaucoup, en fait, in fine. Et tu sais comment sont les gens. Soit ils reproduisent le même schéma, soit ils changent. Peut-être à l'excès. Donc, je crois que j'ai changé peut-être à l'excès. Il faut que je me calme d'ailleurs là-dessus, sur l'éducation de mes enfants. Donc, le temps, c'est une histoire d'organisation, Christelle. C'est voilà, c'est d'être assez calibré, d'être un peu boulimique. Moi, je ne regarde pas la télé, tu vois. Je ne regarde pas ces conneries-là. Je fais du saxo. Bon, et après, tu as plus ou moins des facilités sur des choses, plus ou moins de chance. La chance est un facteur, même s'il faut la provoquer, etc. Tu fais des belles rencontres ou pas. Les planètes, voilà. Tu nais comme ça et tu peux rien. Moi, j'ai souvent des planètes qui s'alignent à chaque fois. On reçoit donc ce soir quelqu'un de chanceux qui a des planètes alignées. Chanceux, mal, non, ça. mais la chance n'a rien à voir. Mais je fais en sorte que les planètes s'alignent, tu vois. D'accord. Et il se trouve qu'elles s'alignent. Et il y en a pour d'autres, je sais que malheureusement, il y en a d'autres pour qui c'est juste un effort gigantesque pour qu'il y en ait au moins une ou deux qui s'alignent. Moi, ne me demande pas pourquoi, c'est comme ça. Ça va faire chier des gens qui nous écoutent peut-être, ou ça va les rendre jaloux. J'y peux rien, voilà. Ah non, je pense pas qu'il y a des gens jaloux, non. Je pense que c'est vrai qu'on peut, oui, on pourrait. Et je sais que ça finira au cinéma, ces romans. Tu vois, la dernière planète va s'aligner. Et après, il y aura déjà une partie de moi qui sera en paix. Une fois que j'aurai été au bout de la chaîne. Tu vois, quitte à écrire, autant aller au bout du truc. Comme tu l'as fait ce soir, et je te remercie. Quitte à interviewer quelqu'un, autant aller au bout du truc. Autant fouiller les choses. C'est tellement rare, Christelle. Et donc, je te rends grâce pour ça, entre autres, et pour l'équipe de ce studio. Voilà, il faut faire les choses avec passion et avec amour. Et quand tu agis comme ça, forcément, à un moment donné, les planètes s'alignent. En tout cas, ça aligne plus facilement que si tu ne le fais pas avec passion et amour. Alors, j'aimerais bien que... Parce que, alors, ton troisième livre concours pour le prix de la Plume de Cristal, si je me souviens bien, non. à Liège. Non, j'attends le prix du polar européen. D'accord, mais c'est pas la Plume de Cristal. C'est pas la même chose une fois. Ah, excusez-moi, je suis désolée. Allez. Par contre... Le prix de Liège, j'ai fini second. Oh, bravo. Ben là, je peux encore finir premier. Hein. Attention, hein. Alors, on se permettra de mettre un joli bandeau rouge. Voilà, avec une frite rouge. Avec un chèque. Oui, on sent l'homme d'affaires quand même. Pas du tout. Parce que non, je peux pas le dire parce que justement, c'est pour vous dire les tracasseries quand tu veux remettre éventuellement le chèque à une association, c'est l'horreur. Exactement. Oui, non, mais ça c'est un vrai problème. Donc, alors moi j'aimerais que tu nous dises pour terminer, que tu nous mettes en appétit pour le 4e, que personnellement j'avoue avoir la chance de connaître un petit peu, mais oui, puisque bon, je l'ai corrigé un peu. Il a beaucoup changé entre la version. Mais c'est pas grave parce que j'attends la prochaine version. Moi personnellement, il a peut-être sûrement changé, mais je pense que la trame de base est la même. Non, oui, la trame de base est la même, mais si tu veux, il y a un truc qui m'a vraiment embêté là, c'est qu'à chaque fois,
on me dise, voilà, ça coûte cher à faire tes romans au cinéma parce qu'il y a tellement de voyages, tellement de trucs, etc. Donc déjà, je me suis dit, ok, on va se faire un polar dans la même ville. Ça, s'il est adapté un jour, ça coûtera moins cher. Donc on est à San Francisco, qui est une ville que j'adore. Je ne sais pas si tu as été. Je suis allée à San Francisco et je suis d'accord avec toi. C'est une ville magnifique. Encore une fois, c'est un port au bord de l'eau. Il y a des collines. J'aime bien ce genre de ville, tu sais. Il y a des ponts. Enfin, c'est juste incroyable, quoi. J'adore cette ville, beaucoup plus que Los Angeles, qui est complètement surfait. Bref. Et donc là, le héros, il perd son père. On l'appelle en pleine nuit. Mais il a surtout eu sa sœur qui a été assassinée il y a 40 ans par un espèce de gros enfoiré. Et ce gros enfoiré qui a tué sa sœur il y a 40 ans vient de récidiver. Et alors que lui, mon héros tel, s'était dit, tiens, de toute manière, un jour, je le choperai. C'était comme un mantra, mais c'était écrit quelque part. Voilà, la planète allait s'aligner, il allait le choper même 40 ans ou 50 ans après. Et là, comme cet homme-là a tué quelqu'un d'autre, c'est une autre équipe policière qui s'empare de l'affaire et donc qui prive quelque part ce fameux Telonius, mon héros, de résoudre l'enquête sur la mort de sa propre sœur. Et donc, au moment où il se dit, putain, je peux le tenir, on lui dit, non, Coco, t'es gentil, il y a le FBI, parce qu'en plus, il y a un accident d'avion terrible qui se déroule au même moment au-dessus du Golden Gate, donc il y a aussi une histoire d'attentat, le FBI est sur les dents, tout va se lier, et il va, bien évidemment, tu n'imagines pas un seul instant Telenius en train de dire, je retourne faire du camping, parce que c'est le FBI et la CIA qui s'emparent de l'affaire. Là, il y va, quoi. Il dit, Zai, j'y vais, et et il prend l'enquête. Et moi, je pense qu'il va gagner à la fin. Mais, bon. Mais moi, je l'espère, en tout cas. On va se quitter. Alors, une petite chose, parce que souvent, je dis que je n'ai aucun ego, mais ce soir, je vais en avoir un petit. Puisque donc, ce soir, évidemment, j'ai présenté les 3 romans de Chris. Mais je vais vous dire aussi qu'il y a 2 autres romans que vous auriez peut-être envie de découvrir. Je me permets, Chris, tu ne vas pas m'en vouloir. Absolument pas. Donc, je vais vous présenter aussi les 2 miens. Certains les ont déjà lus. Que je vous conseille. Voilà. J'ai eu la chance d'avoir une très, très jolie critique de la part de... Voilà, pardon. Une très jolie critique de la part, d'ailleurs, de Chris. Si vous voulez me contacter, vous pouvez me contacter soit par Jean-Claude, soit par message privé sur Facebook. Et je vous les enverrai sans aucun problème. Vous me contactez. Et voilà. Donc voilà.